Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Je suis Caroline Marchand, psychologue. J'enseigne dans la formation CTCCE d'Aurélie Crétin et au diplôme interuniversitaire de TCC de Chambéry et de Lyon. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour le quatrième congrès TCC et troisième vague enfants en 100% visio. Ces webinaires de qualité sont organisés par Aurélie Crétin, qui est psychologue et qui est directrice du Centre de thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle de Lyon, qui est à la fois un cabinet donc de consultation pour les enfants, entre autres, mais aussi et surtout un centre de formation courte et de formation longue en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle pour les enfants et les adolescents. Donc une formation longue qui se déroule sur une année et qui est ouverte aux médecins et aux psychologues. Voilà, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Henrard sur les nouvelles approches des programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Sébastien, du coup, est un hyper instruit, hyper actif dans la recherche et dans les formations, dans la vulgarisation, dans la formation sur les TDAH. Et aujourd'hui, eh bien, il va nous présenter un petit peu son travail. Je vais donc du coup lui laisser la parole. Il va pouvoir vous présenter son travail pendant environ une petite heure et vous laissera du temps du coup après pour les questions. Il va aussi quand même se renseigner sur le fil de questions que vous pouvez poser et essayer d'y répondre en même temps. Sébastien, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Caroline. Ben, merci pour l'invitation. Merci à Aurélie, même si elle n'est pas avec nous aujourd'hui, pour l'invitation. Il faut pas dire que je suis hyperactif. Après, les gens, ils croient que j'ai des troubles. Attends, je reçois des mails là. Merci. Vous défendez bien la cause des TDAH, vous-même. Non. Donc, voilà. Non, mais merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureux de pouvoir intervenir pour présenter. Alors, bon, le titre, je vous le dis déjà, il est un peu mensonger, hein. Nouvelles approches des PEHP. On n'en est pas forcément là. On n'est pas sur la question des nouvelles approches, vous allez voir. Alors, il y a des choses qui sont en train de progresser, mais c'est vrai que de parler de choses très nouvelles dans ce domaine, ça reste compliqué aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y a quand même des éléments, et notamment des éléments en France sur le sujet des programmes d'entraînement aux habilités parentales. Il me semblait aussi intéressant de pouvoir venir présenter. Et donc, si je me présente rapidement, donc moi je suis psychologue à la base, enfin à la base, je le suis toujours, hein, mais je suis belge et mais déménagé, hein, donc je suis expatrié en France maintenant. Euh, et donc, j'ai fait psychologie cognitive et neuropsychologie en Belgique. Et après, je suis passé par un cursus plutôt recherche à la base, puisque j'ai travaillé dans un service hospitalier pour des enfants qui présentaient des épilepsies pharmacorésistantes. Et ensuite, j'ai fait 7 ans de recherche à l'université de Mons sur les fonctions exécutives et attentionnelles, mais dans les métiers intenses, tels que, par exemple, les interprètes de conférences. Et donc ensuite, j'ai fait de la consultation pendant presque 10 ans. Et maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans et demi que j'ai arrêté la consultation. Euh, j'ai la chance de pouvoir principalement former, superviser aujourd'hui des professionnels de santé et faire pas mal d'informations, effectivement, autour du TDAH et de la santé mentale qui l'entoure, pour essayer justement de diffuser un maximum d'informations que j'espère les plus valides possibles. On fait les recherches qui vont avec, mais c'est pas toujours facile non plus de pouvoir transmettre tout ça de manière adaptée. Et donc, ça fait ouais, à peu près 3 ans et demi, 4 ans que je fais principalement ça dans mon activité de travail. Et donc, aujourd'hui, ce soir, je vais essayer de décortiquer un petit peu avec vous les programmes d'entraînement aux habilités parentales, de voir un petit peu pourquoi, essayer de faire rapidement, en fait, quels sont les objectifs, les mécanismes derrière les programmes d'entraînement, et de vous parler des problèmes aujourd'hui qu'on peut rencontrer dans ces programmes. Et je pense que
j'ai décidé à la base dans la présentation, vous allez voir, de réfléchir le problème central des programmes d'entraînement que nous avons aujourd'hui, mais qui pourra peut-être aussi vous parler dans de la thérapie habituelle, je veux dire, qui dépasse les programmes d'entraînement. Dans la TCC, je pense que vous devez rencontrer à peu près le même problème, étant donné que c'est un problème qui touche le domaine de la santé. D'accord? C'est celui de ce qu'on appelle, alors de ce qu'on appelait avant la compliance, ou alors encore l'observance thérapeutique, c'est-à-dire le fait que les patients que vous avez font ce que vous leur dites. D'accord? Donc cette idée quand même de l'engagement des patients dans la thérapie elle-même et d'être capable en fait d'actionner les exercices que vous allez proposer, d'actionner les stratégies qu'on va leur demander et qui devraient participer effectivement dans leur prise en charge. Et vous allez voir que dans les programmes d'entraînement, en fait, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler énormément. C'est ce qu'on appelle l'engagement parental, le fait que les parents s'engagent réellement dans ce type de programme, fassent les exercices qu'on leur propose parce que comme vous le savez très bien, ben, programme d'entraînement, ben, pour s'entraîner, il faut faire. Il n'y a pas de miracle. Et donc, on va essayer, justement, je vais essayer, en tout cas, dans ces approches, de vous montrer un petit peu ces problèmes et de vous montrer les nouveaux éléments, effectivement, qui existent pour essayer de dépasser ces notions-là aujourd'hui. Je ne sais pas rapidement, peut-être dans le chat, si vous avez l'occasion, de me dire si vous connaissez déjà bien, pas trop, les programmes d'entraînement aux habilités parentales aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et donc qui va être comme ça, je vois un petit peu si je dois passer du temps sur les mécanismes ou pas. Oui, oui, Robin, bien sûr, le support va être accessible. Alors, bon, il n'y aura rien d'exceptionnel, hein, mais il n'y a rien de fantastique dans le support, hein. Oui, bien sûr. Barclay React, ouais, pas dans le détail. Le Duno, ok. La formation en ligne, ok. Je connais Barclay sans le pratiquer. Donc Barclay triple P RNV, ouais. Ok, ok, ok. Barclay principalement, ok. Et le triple P. L'ABC des parents en action, oui, Camille, ok. Ok. Incredible Years, que je connais le moins. Ouais, c'est celui qui est le moins utilisé hein, en France pour le coup. Un qui est moins utilisé. Barclay React, ouais, donc ça va. Vous voyez déjà un petit peu de quoi on va parler ensemble aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. L'idée, c'est poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Je l'ai devant moi, donc si je vois les questions, j'essaye de rebondir si ça intervient. Si je l'aborde un peu plus tard dans la présentation, je passe, mais je vous lis évidemment. Et de toute façon, effectivement, on aura un temps ensemble pour échanger à la fin. Ok, donc, hop, vous allez voir le programme. Je vous fais une petite intro parce que c'est important de recontextualiser les programmes d'entraînement aujourd'hui en France. Je pense que ça reste, enfin, en gros, pourquoi on va faire ce type de programme aujourd'hui. Et rapidement, je vous parlerai des objectifs et des mécanismes des PEHP. C'est-à-dire qu'est-ce que poursuivent en gros les grands programmes d'entraînement dont on entend parler aujourd'hui et comment ils fonctionnent de manière générale. Vous allez voir, il y a personne, j'ai jamais vu personne tomber de sa chaise de bureau en se disant waouh, ces programmes-là, vraiment, ils ont tout réinventé, hein. D'accord? Non, c'est de la TCC basique. Vous allez voir, c'est inspiré des thérapies cognitivo-comportementales, enfin, même des thérapies comportementales à la base. Et vous allez voir, il n'y a rien qui est fantastique, mais vous allez voir qu'il y a une philosophie qui est derrière de la structure de l'approche. C'est-à-dire qu'en gros, contrairement peut-être à de la guidance parentale euh, au sens large, où c'est peu structuré, en fait, les PEHP ont amené cet aspect de structure, de programme, avec l'idée que chaque étape qui arrivait était construite sur la précédente. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, il est difficile dans ce type de programme et de manière générale d'aborder par exemple des tableaux de comportement si les parents ne comprennent pas un principe de base qui est le renforcement. C'est difficile de faire des tableaux de comportement si vous ne comprenez pas ce que c'est un renforcement. D'autant plus si vous ne comprenez pas pourquoi ce renforcement est si efficace dans le cadre des troubles de l'opposition avec provocation ou du TDAH. Bah, c'est difficile de se dire ah oui, il faut faire du renforcement si je ne comprends même pas pourquoi je l'utilise réellement. Et derrière aussi, pour un tableau de comportement, c'est toujours bien de savoir communiquer avec son enfant. Donc d'être capable, en fait, d'ajuster une consigne de manière appropriée et d'être capable, en fait, de donner la consigne, voir le comportement et d'être capable de le renforcer derrière. Et je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai compris le trouble de mon enfant.
Et donc, l'idée de ce type de programme, c'est d'avoir structuré simplement cette démarche et de se dire, ben voilà, on va les entraîner étape par étape à progresser, à acquérir des compétences pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés au début. Donc, globalement, c'était ça la grosse différence au départ entre les programmes structurés, j'ai envie de dire, et la guidance non structurée, comme on peut l'entendre parfois. Et donc, vous avez des objectifs qui sont poursuivis, qui sont parfois d'ailleurs un peu mal compris dans le cadre du TDAH notamment. J'aurai l'occasion d'en parler rapidement. Et donc de vous présenter justement ces aspects de mécanisme et d'interaction au final entre les parents et les enfants. Ensuite, ben, c'est ce que je vous disais, je veux parler vraiment précisément du problème de l'engagement parental. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, c'est-à-dire que les parents, on leur propose des programmes, on leur propose des trucs, et ben, il y a un constat, c'est que ben, ils font pas. C'est-à-dire qu'on leur demande, mais ils font pas. Ils sont pas forcément impliqués dans les démarches, c'est difficile. Et donc, on a plusieurs auteurs un petit peu partout sur la planète qui se sont intéressés à ce phénomène et qui ont essayé en fait de dégager les grandes barrières qui font que des parents ne s'engagent pas dans ce type de programme et qui font que ben, aujourd'hui, mieux comprendre ces barrières, c'est dépasser le constat. C'est-à-dire que plutôt que de dire, ah ben voilà, tu vois, ces parents, ils ne s'engagent pas pour la prise en charge de leur enfant quand même, ça c'est un constat, ils n'y vont pas. La question qu'on va toujours se poser, c'est, oui, mais pourquoi ils ne s'engagent pas? Et il ne faut pas rester sur, ah oui, mais ses parents ne s'engagent pas parce que je pense que. Bon, je pense que ça ne sert à rien. Enfin, je pense que c'est une hypothèse, c'est bien, ben, on va les vérifier. On ne reste pas sur un jugement, on ne reste pas sur une pensée, on ne reste pas sur une croyance. On va vérifier pourquoi les parents ne s'engagent pas. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, on va essayer de passer outre, en fait, cette idée de la barrière qui est devant nous. Et donc, on va voir que dans la littérature, il y a toute une question d'un nombre de barrières qui a été mise en évidence. Et aussi, un autre élément qui parfois bloque, c'est que on ne prend pas suffisamment en compte l'aspect culturel de ces programmes. Tous les programmes, en gros, la grande majorité des programmes que vous avez cités, sont anglophones, et notamment nord-américains. Okay. S'il y a une chose qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une différence notable de culture, que ce soit de parentalité ou même d'action et de communication, entre des Américains et des Canadiens et des Français, par exemple. Et donc, c'est pour ça que appliquer à la lettre des programmes existants, aujourd'hui, est peu fonctionnel. Moi, j'ai tendance à dire que beaucoup de personnes parlent de Barclay en France, mais personne ne fait du Barclay. Et tant mieux, pour une raison simple. Essayez d'appliquer le protocole initial de Barclay en France, et vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Vraiment. De un, c'est vieux, ça c'est une chose. Et en plus, derrière, culturellement, c'est très difficile à appliquer dans l'état initial. Et donc, il y a toute une série de modifications qui se mettent en place. Et donc, Robin, tu le dis très bien, c'est lecture en cours du programme PEPS, par exemple, de Nathalie Franck à Montpellier. Je vais vous en parler rapidement d'ailleurs. Ben, effectivement, par exemple, c'est une adaptation de certaines choses qui existent, qui est un mix entre, au final, Barclay, la résistance non violente, des approches et surtout des retours de terrain, encore, de parents qui ont été confrontés à ce type d'approche et qui ont rencontré toute une série de difficultés. Et en fait, le programme PEPS, ben, en fait, il est aussi la conséquence du feedback du terrain et de l'adaptation qui est mise en place. Et donc, on va voir effectivement ces notions-là qui font que ben, parfois, culturellement, c'est un peu compliqué. Je vous donnerai un exemple qui n'a rien à voir avec la France, vous allez voir. Je vais vous parler du Japon, par exemple. Et par exemple, l'adaptation des programmes Barclay au Japon, si vous arrivez comme ça ne va pas bien se passer. D'accord. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des adaptations, et malheureusement, en France, on n'a pas eu énormément d'adaptations culturelles de ce type de programme. On a plutôt essayé de tenter de plaquer des choses, mais qui bloquaient un petit peu et qui engendrent potentiellement des engagements qui sont difficiles. Je vais vous parler évidemment aussi du fait que ces programmes ne sont pas tout récents. Il ne faut pas l'oublier. En dehors de la résistance non violente, qui est un peu plus récente, les programmes d'entraînement aux habilités parentales, c'est les années 80. Hein. D'accord. Donc, les années 80, depuis, il s'est passé deux, trois trucs. Bah, déjà, on a découvert les émotions. Parce que dans les programmes des années 80, la régulation émotionnelle, elle n'y est pas. Hein. D'accord. Et on sait pourtant à quel point c'est utile. Donc, dans ces programmes, par exemple, vous n'avez pas ces éléments. Okay. Parce qu'on ne savait pas exactement comment faire. Deuxième chose, on a découvert un truc fantastique, les écrans. Et effectivement, la gestion des écrans à la maison, c'est des choses qui nous remontent très très fort de la part des parents. Et effectivement, on ne retrouve pas encore trop ces éléments-là.
Et il y a un autre point aussi qu'on a découvert, c'était que dans le TDAH, les enfants qui présentent un TDAH, bah, une fois de temps en temps, hein, ils ont des parents qui eux-mêmes présentent un TDAH. Et donc l'adaptation des programmes aux parents qui eux-mêmes ont un TDAH est une chose qu'il faut peut-être réfléchir aussi, parce qu'à un moment donné, c'est pas facile de s'organiser, de planifier et ainsi de suite quand vous-même, en tant que parent, vous avez un TDAH. Et donc il y a des nouvelles choses qui apparaissent petit à petit et qui se mettent en place par rapport à tout ça. Donc, je vous parlerai notamment dans les nouveaux éléments, des nouvelles approches, des nouvelles pratiques de 4 éléments. Et là, vous allez voir 4 éléments franco-français pour le coup sur le sujet, puisqu'on a des éléments, effectivement, le programme PEPS, on a l'éducation thérapeutique aussi qui est présente. Mais vous allez voir, je vais vous parler de 2 autres choses aussi, 2 initiatives qui sont extrêmement intéressantes et qui méritent d'être mentionnées au moins dans cette intervention. Donc, voilà un petit peu ce que je vais vous présenter. C'est ça que je voulais vous faire un petit peu en termes de programme. J'espère que ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous avez des besoins absolus, ainsi de suite, des choses complémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas, dites-le dans le chat. J'aurai l'occasion peut-être de rebondir dessus éventuellement. Donc dites-moi déjà si le programme, ça vous convient, déjà dans un premier temps. Et comme ça, on pourra aussi débuter. Hop. Euh, donc, oui. Élise, ok, super. Donc, en introduction, moi, mon objectif, effectivement, c'était de replacer les PEHP aujourd'hui dans un contexte particulier, qui est simplement que ces programmes d'entraînement, en fait, ils rejoignent aujourd'hui. Pourquoi on en parle autant? C'est parce que en fin 2024, les nouvelles recommandations d'évaluation et de prise en charge du TDAH chez l'enfant et l'adolescent ont remis en évidence, parce que c'était déjà en 2014, mais ont remis en évidence effectivement la place des PEHP en termes d'intervention initiale, effectivement, dans le cadre du TDAH. Super content de voir ces nouvelles recommandations, c'est sûr. Je suis très heureux de pouvoir les avoir vues apparaître. Euh, J'étais un petit peu bloqué sur le principe de montrer à quel point on recommande Barclay pour le TDAH. Je suis un peu inquiet, moi, mais voilà. Parce que sur un TDAH tout seul, le programme Barclay, ça va pas marcher des masses, je vous préviens déjà avant. Euh, mais par contre, ça montrait vraiment l'idée aussi que dans le TDAH, au-delà de la psychoéducation et de bien comprendre effectivement comment ça fonctionne, il y avait vraiment l'idée de d'abord travailler avec l'environnement dans un premier temps, la modification environnementale pour essayer de faire en sorte justement que on arrive à gérer ce type de difficultés dans le quotidien. Et je trouve ça assez intéressant de regarder parce que en 2014, on en parlait, mais en gros, si je fais un énorme raccourci, quand je dis ça, attention, je vais vexer personne, mais en gros, les recommandations en 2014, c'était faites tout ce qui n'est pas médicamenteux et s'il n'y a rien qui marche, vous mettez des médicaments. D'accord? On l'a fait très raccourci dans le TDAH. Et quand on disait faites tout ce qui n'est pas médicamenteux, tout était mis sur le même niveau. C'est-à-dire que les programmes d'entraînement aux habilités parentales étaient sur le même niveau que la TCC, que la remédiation cognitive ou encore la psychoéducation, quoi. Tout était sur la même chose. Donc on disait faites ça et après, et s'il n'y a rien qui marche, alors on envisagera les choses. Aujourd'hui, on a la chance que ces recommandations en France se sont alignées effectivement sur les recommandations internationales générales et donc de voir qu'effectivement ça fait partie de ces interventions initiales et de se dire qu'en fait des parents qui comprennent mieux leur enfant et qui ont tous les outils, ou en tout cas un maximum d'outils pour apprendre à gérer les comportements de leur enfant, ça va faciliter aussi ces interactions, ça va faciliter son implication dans la société. Donc, c'était un petit peu cette idée-là, et je trouve ça super intéressant, même si ma critique personnelle restera quand même de dire que c'est fait pour le TDAH dans les recommandations, alors que, en termes d'objectifs et de mécanismes par rapport à ces programmes, n'oublions pas que les programmes ont d'abord été faits pour gérer les comportements difficiles. Le bouquin de Barclay ne s'appelle pas ADHD Children, hein, ça s'appelle Defiant Children. D'accord? C'est les comportements défiants, l'opposition, la provocation. Les programmes comme Alan Kasdin, donc qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est en fait un peu moins connu en France. Aux États-Unis, il est autant connu que Barclay. Alan Kasdin, c'est éduquer sans s'épuiser. On n'est pas dans un cadre de TDAH, on est vraiment sur ces approches-là.
Si vous avez lu notamment dans la résistance non violente, accompagner les parents d'enfants tyranniques, on est sur des comportements qu'on essaye d'accompagner, hein, sur des comportements d'agressivité, des comportements difficiles, de l'opposition, de la tyrannie, des inversions de la pyramide familiale, d'accord, de la structure familiale qui entraîne justement cette colère, cette dysrégulation émotionnelle et ainsi de suite. Donc en fait, l'idée c'est qu'on ne travaille jamais en fait dans ces programmes directement sur les symptômes du TDAH. Ce sont des programmes qui sont faits notamment pour les problèmes d'opposition, pour les problèmes de provocation, sur l'agressivité, qui, elle, peut être fréquente. En tout cas, si on parle de troubles de l'opposition avec provocation, on estime, alors c'est les études, hein, vous savez, c'est même plus des fourchettes, c'est des râteaux au bout d'un moment. On estime entre 40 et 60% de patients avec un TDAH qui présentent un trouble de l'opposition associé. D'accord? Donc, 1 sur 2, imaginez ça. 1 sur 2 va présenter un trouble de l'opposition. Et donc, effectivement, dans des recommandations du TDAH, proposer des programmes d'entraînement aux habilités parentales a du sens. Effectivement, en première intention, pour tous les TDAH qui ont des troubles de l'opposition. D'accord? Parce qu'en fait, les programmes comme ceux de Barclay qu'on connaît aujourd'hui sont orientés sur les troubles d'opposition, sont orientés sur des difficultés de comportement avant que ça devienne des troubles de l'opposition. Donc, il y a une vraie vision aussi qui est préventive, en fait, à la base, d'accord? Et qui va permettre justement de gérer cet aspect-là. Donc, ici, on est vraiment dans cette idée de l'accompagnement des comportements, c'est de donner ces clés à ses parents pour qu'ils soient en capacité justement de gérer les choses. Alors, je vous ai mis une petite note historique, hein. Les premières publications d'Alan Kasdan, depuis, il en a sorti 500 quand même, c'est 1970. D'accord. Barclay, c'est 87. La première édition de Defiant Children, c'est 87. D'accord. Triple P, par exemple, dont on a parlé, qui est un autre programme effectivement d'accompagnement des problématiques comportementales, c'est également développé dans les années 80, et une première publication vraiment scientifique de grande ampleur en 99. Okay. Donc on parle de choses qui ont potentiellement entre 25 et 30, 40 ans. D'accord. Donc, quelque chose qui, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression depuis maintenant quelques temps, que les gens ont découvert ça il y a moins de 10 ans. D'accord. En France, les gens ont découvert les programmes d'entraînement aux habilités parentales. En tout cas, on a commencé à faire exploser la communication autour il y a moins de 10 ans. D'accord. Donc, c'est intéressant de voir que parfois, j'aime bien ce cliché que les gens nous disent ah, mais la France, elle a 20 ans de retard, machin. Bah, force est de constater que sur les programmes d'entraînement, oui, quand même, hein. D'accord, c'est la découverte a été un peu tardive, même s'il y avait des pionniers en France. D'accord. Je vous parlerai notamment de Céline Clément, qui, dans le début des années 2000, parlait déjà en fait des programmes. Elle a adapté les programmes Barclay en France. Marie-Claude Sayag à Paris, par exemple, elle a développé ça dans les années 90. Vous voyez. Donc, on voit quand même qu'il y avait des pionniers sur le sujet, mais c'était très, très limité en France. Et aujourd'hui, on a une explosion de cette approche parce que justement, ben, ces recommandations récentes ont fait aussi mettre en avant ce type d'approche, mais c'était déjà une amorce depuis quelques années à un moment donné. Donc pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir, je vous en reparlerai, mais j'espère qu'on n'attendra pas 20 ans de plus pour adapter ces programmes à la culture française et aux attentes, effectivement, au fonctionnement de la population comme on l'a aujourd'hui. Donc, bien avoir en tête aussi que ce ne sont absolument pas des approches qui sont nouvelles, bien sûr. Alors, rapidement, comment ça fonctionne des PEHP? L'objectif est de voir simplement que d'un côté, vous avez les parents, de l'autre côté, vous avez l'enfant qui a le trouble, et vous imaginez une dynamique, c'est une spirale, hein, d'accord? Enfin, c'est un cercle plutôt négatif, d'accord? C'est que vous pouvez avoir des enfants qui ont des comportements opposants, des difficultés scolaires, des difficultés dans les relations sociales, ça entraîne chez eux potentiellement une faible estime d'eux-mêmes, et de l'autre côté, des parents qui ont ce qu'on appelle des pratiques éducatives inadaptées, comme par exemple l'incohérence parentale. Donc j'aime bien l'incohérence parentale simplement parce que c'est la version exagérée de j'ai demandé à maman, elle a dit non, c'est pas grave, j'ai demandé à papa. D'accord. Et donc, à force, bah, vous avez comme ça des constats qui sont un peu plus forts. Je vais vous en faire peut-être une qui est plus, que vous avez peut-être déjà rencontrée en consultation. C'est le père qui est en consultation. Moi, j'ai tellement des comme ça que ça en devient presque un cliché, mais le père en consultation qui vous regarde et qui fait, mais moi, monsieur, à la maison, il n'y a aucun problème. Moi, s'il commence à être agité à table, c'est pas dur. Je crie un coup, je tape sur la table et c'est réglé, hein, il ne bouge plus. Hein. Et là, vous avez un blanc. Et puis, il se tourne vers sa femme, d'accord. Et il fait, tandis qu'avec elle, et il laisse en suspens le terme, d'accord. Et un jour, j'ai une maman qui a réagi de manière ultra adaptée,
qui a regardé son mari et qui a fait, ben en fait, c'est parce que moi, j'ai pas envie d'élever mon enfant dans la peur que moi, je suis un peu plus laxiste avec lui, hein. Et là, ça a calmé direct. Je dis, ah ouais, ok, ben bonjour l'incohérence, hein. C'est-à-dire que vous avez des choses qui sont très coercitives d'un côté, très fortes à un moment donné, et de l'autre côté, ben, pour s'adapter, en fait, ben, ça lâche un peu du lest. Et le problème, c'est que le simple fait de cette incohérence augmente la probabilité d'apparition de troubles de l'opposition, notamment, et de la provocation. Et donc, ça, par exemple, c'est ce qu'on va avoir comme pratique éducative inadaptée. On peut avoir aussi la perte de chaleur parentale, par exemple, où ce sont des parents qui sont moins investis avec l'enfant, qui vont être moins présents avec lui et qui vont effectivement être plutôt dans des choses qui sont très carrées vraiment et qui vont être très cash à un moment donné, voire même certains qui vont se dégager du développement de l'autonomie de leur enfant ou au contraire vont être extrêmement intrusifs et faire tout à la place de l'enfant au point où son autonomie ne se développe pas et donc potentiellement, ben, vous avez un peu plus d'opposition quand on laisse les choses. Et oui, ce qu'on va voir effectivement, Anne-Sophie, c'est ce qu'on va voir notamment dans l'augmentation potentielle du stress parental, effectivement. C'est très stressant d'être avec un enfant qu'on ne comprend pas et qui peut avoir des comportements qui s'opposent, des comportements difficiles au quotidien. De plus, ça entraîne effectivement ce qu'on appelle la faible satisfaction parentale. Il y a des parents qui sont capables de vous exprimer à quel point ils ne se sentent plus être de bons parents ou ils ne se sont jamais sentis être de bons parents. Pour vous donner un exemple, je crois que c'est le pire que j'ai eu en consultation. J'ai un papa qui est venu en consulte et qui m'a dit un jour, Monsieur, je pense que mon enfant serait plus heureux dans une autre famille. Je fais, ah, c'est assez chaud. Et il me dit, parce qu'en fait, on ne veut pas s'en débarrasser, mais on se rend bien compte que ni lui ni nous ne sommes heureux ensemble. On n'est peut-être juste pas fait pour être ensemble à un moment donné. Et donc là, vous sentez quand même qu'il est temps d'agir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun plaisir à être parent. Ce sont des parents, par exemple, qui vous disent, nous, on n'a pas signé pour ça, en fait, hein. On n'a pas signé pour cette vie-là, hein, vraiment, hein. Quand on voulait un enfant, on voulait que ça se passe bien, on était toujours présent, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est tellement épuisé qu'on n'arrive même plus à prendre du plaisir avec lui. D'accord? Et donc, vous avez ces situations-là. Et en fait, plus ces situations-là se creusent, plus vous allez voir aussi des pratiques éducatives inadaptées apparaître. Parce que vous ne savez pas comment faire. Donc, le but, c'est que vous faites ce que vous pouvez. D'accord? Et c'est intéressant que ça, vous voyez, sur les réseaux sociaux ou sur certains, chez certaines personnes, c'est ce qu'on appelle de la mauvaise éducation. D'accord? Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en 10 ans de consultation, je n'ai jamais, mais jamais, hein, rencontré un seul parent qui élevait mal son enfant. Jamais vu. D'accord? Par contre, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de parents qui ne savaient pas comment on faisait. Et donc, plutôt que de juger, de dire, ah, franchement, ils sont mal élevés, ben vas-y, explique-leur comment on fait puisque tu es si malin. Et en fait, ça, c'est super important. C'est de faire comprendre qu'à la base, plutôt que de penser que les parents font exprès de se lever le matin en disant, ah, comment je vais mal élever mon enfant, en fait, ils ne savent pas comment on fait. La majorité des parents qui rencontrent ces difficultés, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des parents qui ne savent pas comment on fait. Et on peut toujours penser, hein, en tant que psychologue ou autre, de se dire, ouais, mais quand même, ça, il devrait savoir, hein. Mais non, il faut arrêter avec cette pensée, d'accord? C'est pas parce que vous savez comment on fait que tout le monde le sait. C'est pour ça d'ailleurs que les programmes d'entraînement sont très explicites. On explicite tout, même si on a l'air de se dire, bon, bah, c'est bateau. Ben oui, c'est peut-être bateau pour vous, mais c'est pas bateau pour les autres. Il vaut mieux réexpliquer quelque chose que quelqu'un sait, plutôt que de penser qu'il sait, de pas lui dire. Et après de le juger parce qu'il sait pas. D'accord? Donc, ça, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est de considérer en fait qu'on est face à des parents qui n'ont pas les clés du fonctionnement de leur enfant et on va tout leur enseigner. Le programme d'entraînement aux habilités parentales, c'est un véritable enseignement en fait de techniques, de stratégies pour gérer les choses. Et donc, effectivement, ce sont des parents des familles d'ailleurs qui sont plutôt isolées, parce qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de conflits familiales, hein, quand vous sortez chez les amis. La pire phrase qu'on peut entendre, c'est les amis qui viennent et qui vous disent oh, je ne sais absolument pas comment tu fais, hein. Tu as un courage pour le gérer, c'est incroyable. Bravo, ça, c'est du soutien, ça, c'est bravo, c'est génial. Ou alors, vous allez chez les grands-parents et le grand-père débarque en disant moi, je t'ai pas élevé comme ça, tu fais un truc pour ton gamin. Et donc, vous avez tous ces messages aussi qui vont faire que confirmer que vous êtes un mauvais parent, entre guillemets, que vous ne savez pas faire, ce qui augmente le stress en amont de sortir avec son enfant à un moment donné, par peur qu'il se comporte mal. Et c'est là que vous voyez aussi l'augmentation des pathologies parentales, beaucoup de symptômes d'anxiété,
d'accord, d'anticipation négative, beaucoup d'éléments dépressifs avec une baisse de tolérance et une augmentation de l'irritabilité qui fait que potentiellement, dès que l'enfant fait le moindre petit truc, les parents explosent. Ça revient dans nos incohérences et dans les pratiques éducatives inadaptées. Le burn-out parental, comme Anne-Sophie le dit, avec un épuisement massif qui peut être très présent chez certains parents et qui va potentiellement ne faire qu'augmenter l'intensité des problématiques chez l'enfant. Et donc, vous avez comme ça une spirale négative qui se met en place et qui est très difficile à gérer pour les parents s'il n'y a pas un regard extérieur. La chose qui, moi, me semble extrêmement importante à mentionner aussi, c'est que je défie n'importe quel professionnel aujourd'hui de me dire qui a commencé dans la spirale. C'est comme l'œuf ou la poule, hein, d'accord? C'est un principe qui est insoluble. On n'est pas là le premier jour, d'accord? Le premier jour, le premier comportement qui a déclenché le démarrage de cette interaction, personne n'y est. Et que si vous avez une idée de, c'est juste je pense que, je crois que, éventuellement ce serait. Mais en fait, vous n'avez aucune idée de. Okay. Je vous donne un exemple qui était assez massif, c'est de penser par exemple que ce sont les parents qui sont l'origine des problèmes d'opposition de l'enfant. Et donc de se dire, ah bah oui, effectivement, c'est les parents qui créent le truc, puisqu'ils ont des pratiques éducatives inadaptées, donc les comportements commencent à être. Okay. Et en fait, les comportements éducatifs inadaptés, ils peuvent être la conséquence des problèmes d'opposition. Si vous ne comprenez pas comment votre enfant fonctionne, parce que c'est pas facile d'élever un enfant qui a un trouble très jeune, qui n'a jamais été diagnostiqué, qu'on vous dit de manière générale, hein, et véridique, hein, fait entendu, hein, ne vous inquiétez pas, il va grandir, premier élément. Bon, ben, j'espère bien qu'il va grandir déjà, hein. Parce que si pas, c'est problématique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ah, mais c'est votre faute, en fait. C'est sympa. Parce que les parents qui consultent à la base, ils sont d'accord de dire qu'ils font partie du problème, hein. Ils ont plus de mal à entendre que c'est entièrement leur faute. Et surtout, comment vous faites pour déterminer que c'est que leur faute à eux et que ce n'est pas un problème systémique? Parce qu'encore une fois, très dur quand vous êtes stressé, quand vous êtes en difficulté, de pouvoir gérer un enfant qui potentiellement a des comportements qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord? Donc en conséquence, ça peut être difficile. Si votre niveau de tolérance baisse, c'est plus difficile à gérer, par exemple. Et donc, on va retrouver effectivement ces difficultés petit à petit chez les parents. Et en même temps, j'entends que certains parents peuvent augmenter aussi l'intensité des symptômes, voire être à l'origine des problèmes. Mais on n'est pas là, en fait. Donc, en fait, c'est juste des pensées et des croyances qu'on crée et qui ne servent pas à grand-chose. Et ça, les programmes d'entraînement, leur objectif a été de se dire, en fait, on s'en fout. On s'en fout que ce soit les parents ou les enfants. On va travailler avec les personnes qui sont le plus en capacité de pouvoir bouger les choses dans la famille. Et il s'avère que ben, c'est les parents. En donnant des techniques spécifiques aux parents, on va essayer de changer cet aspect-là. Et ces techniques spécifiques, c'est quoi? C'est donner les pratiques éducatives adaptées aux parents, d'essayer de leur donner des grandes pratiques, des grandes structures à gérer, qui sont basiques, hein, encore une fois, hein. Renforcer, passer du temps avec son enfant, communiquer de manière adaptée, d'accord, de gérer les choses, pour être capable, au final, d'atteindre deux éléments qui sont la baisse de stress et l'augmentation du sentiment de compétence. C'est-à-dire qu'en vous donnant les techniques et vous remarquez que ça fonctionne, votre sentiment de compétence augmente. Si vous vous sentez plus compétent, vous êtes moins stressé. Parce qu'en fait, c'est une dynamique qui s'installe. Et vous savez quoi? Eh ben, la majorité des gens sur la planète, quand ils se sentent compétents, ils sont moins stressés, ils gèrent mieux les choses. D'accord? Parce que ce n'est pas un principe familial. C'est un principe humain. C'est simplement ça. Alors moi, j'aime bien réutiliser l'expérience que j'ai eue, parce que la chance, c'est que j'ai pu travailler dans un service de psychologie du travail, enfin, de la cognition appliquée au travail. Et donc, par exemple, les pilotes d'avion, moi, je souhaite que tous les pilotes d'avion sur la planète ne soient pas trop stressés, se sentent compétents. Vous voyez? Ça m'arrangerait, d'accord, pour éviter de se prendre une montagne. Ça m'arrangerait vraiment. Ben, vous savez quoi? C'est deux éléments qu'on travaille énormément dans leur formation initiale. On va donner des techniques de gestion de stress et en fait, on leur donne énormément de compétences, en fait. D'accord? J'ai pu travailler avec des techniciens d'entreprises nucléaires, par exemple. Je vous promets, il faut que les gens ne soient pas stressés, hein. Surtout en cas de crise. D'accord? Parce qu'en cas de crise, il faut apprendre à gérer, quoi. D'accord? Et si vous êtes stressé, vous gérez mal. Ben oui, Tchernobyl, quoi. Je veux dire, à un moment donné, Tchernobyl, c'est objectivement des gens qui n'étaient pas compétents, un niveau de stress élevé et un problème de communication. D'accord? Vous pouvez regarder la série Tchernobyl si vous voulez. Tout est bien expliqué, tout est bien relaté, et c'est extrêmement structurel comme élément. Donc, on voit en fait que dans toutes les entreprises en gestion des risques, d'accord, si on considère les problèmes de comportement chez l'enfant comme des risques, et ben en fait,
dans les entreprises en gestion de risque, on essaye en fait de baisser le stress des gens et d'augmenter leur sentiment de compétence. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce sont deux mécanismes qui sont vraiment importants. Si vous avez dû défendre, par exemple, un oral super important, eh ben, si vous arrivez ultra stressé à votre oral en vous sentant comme une merde, ben, en règle générale, ça passe pas trop bien. D'accord. Et il y a des gens qui sont pas stressés, qui se sentent compétents, qui ne le sont pas forcément, attention, hein, mais ça se passe mieux. C'est-à-dire que c'est plus logique, c'est plus fluide, et donc ça va aller. Et là, on va pouvoir aller taper dans la compétence de la personne. Mais si déjà votre stress vous bloque, vous sentez que vous n'êtes pas en capacité de montrer ce que vous êtes capable de faire, ça ne va pas être régulier, ça va être très difficile à mettre en place. Et donc, dans une relation parent-enfant, ce sont des choses qui peuvent être très, très complexes. Et ben, le programme, en fait, les programmes d'entraînement, c'est ça qu'ils vont essayer de faire. Et leur objectif est effectivement de, plutôt que de se concentrer à supprimer des comportements négatifs, ils vont essayer de faire augmenter le nombre de comportements positifs. Parce que plus il y a de comportements positifs, moins il y a de négatifs, tout simplement. Et donc, c'est plus facile de faire acquérir des nouveaux comportements attendus que de faire disparaître des choses qui sont des fois très complexes. Et donc, on va faire un remplacement de cet aspect-là avec ce type de programme. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne globalement, ce type de programme. Euh, bien sûr, on peut aller plus loin, mais l'objectif, c'était surtout de vous montrer effectivement l'axe d'entrée de ce type de programme. Alors, ce que vous avez, c'est par exemple des programmes type Barclay, comme on peut les trouver. C'est pas un Barclay pur, mais ça ressemble un petit peu à ça. Par exemple, ça varie entre 8 et 10 étapes, par exemple. Ce sont un programme, par exemple, qui est structuré. Ça va se donner, par exemple, une fois toutes les 2 semaines. Parce que dans les programmes d'entraînement, c'est ultra important que les gens s'entraînent. Et une semaine, parfois, c'est un peu court pour s'entraîner. Mais par contre, si vous faites 3 semaines, c'est trop long. Les gens abandonnent. Donc, il y a il y a des arbitrages qui sont faits. La majorité des programmes vont se faire soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Donc, on va retrouver ça le temps que les gens mettent les choses en place. Et par exemple, ici, il y a des exercices à réaliser effectivement entre toutes les étapes. Ça peut se faire en groupe, ça peut se faire en individuel. Alors, à la base, le projet était de faire des groupes, hein, puisque l'interaction entre les personnes aussi est importante. Donc, les gens peuvent échanger à certains moments, d'accord, entre eux, entre parents. Mais ça peut se proposer aussi en individuel. D'ailleurs, on a montré dans la littérature que c'était sans doute plus efficace en individuel pour des raisons simples, c'est que vous êtes moins superficiel. C'est-à-dire qu'en groupe, vous devez suivre tout le rythme du groupe en entier. En Mm. individuel, vous suivez les gens et vous allez droit au but avec eux. Mais par contre, vous perdez potentiellement le lien qu'ils vont créer, d'accord, et l'émulation de groupe, vous ne l'avez pas. D'accord. Donc, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais en termes d'objectifs atteints, l'individuel semble, par exemple, plus efficace pour le moment. Après, ça dépend ce que vous cherchez, évidemment. Mais il y a un facteur qui est ultra important à prendre en compte, c'est le fait de la préférence parentale. Il y a des parents, en fait, ils préfèrent être en groupe et d'autres préfèrent être en individuel. Il y a des gens, vous les aurez jamais en groupe. Ou alors, ils vont être en groupe comme ça, d'accord, et ils vont se mettre en retrait et vous n'allez pas les entendre. Parce qu'ils n'ont pas envie de déballer, en fait, leurs problématiques devant d'autres personnes. Alors qu'il y en a d'autres, ils veulent être en groupe pour une raison simple, c'est rompre l'isolement social. Donc, ce qui fait que pour rentrer dans ce type de programme, il y a vraiment une analyse aussi des besoins des familles avant de leur proposer les choses. Des fois, on oublie en proposant directement un programme, voilà, il faut structurer, machin et autres. Non, non, il faut faire attention aussi aux besoins, aux contraintes qui sont en face de nous. Et il y a toute une série d'éléments à prendre en compte afin de proposer effectivement la modalité la plus pertinente par rapport aux familles qu'on a en face de nous. Alors, dans l'idéal, même si moi j'ai l'impression que les gens laissent tomber petit à petit ce facteur par dépit, vraiment, d'accord? Les deux parents doivent être là, hein. Et la chose que j'entends toujours, c'est oui, mais tu te rends bien compte, c'est trop difficile à faire, c'est super rare que les deux parents soient là. Ben ouais, d'un côté, je vous ai dit que l'incohérence parentale, c'était la base du truc, hein. Si vous en prenez qu'un des deux, je vous assure, vous risquez d'agrandir l'incohérence, hein. Parce que s'il y en a qu'un des deux qui applique ce que vous dites, l'incohérence, elle augmente, hein. Et ça va être problématique, hein. Et c'est pas une question, parce qu'il y a cette idée, oui, mais tu te rends bien compte, les gens, ils n'ont pas le temps, ainsi de suite. Étonnamment, d'accord, vous remplacez les problèmes de comportement par problèmes cardiaques chez une personne, je vous promets que le temps, il le trouve, hein. Moi, je dis toujours aux gens, si les gens vous disent j'ai pas le temps, c'est que c'est pas encore assez grave. C'est horrible de dire ça, hein, je sais, hein, d'accord? Mais c'est une réalité, en fait. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, en fait, en termes de trajectoire, à quel point un trouble de l'opposition qui n'est pas pris en charge
À l'adolescence, ça peut se transformer selon le groupe dans lequel il se trouve. Et une fois qu'il passe éventuellement, pas tous, hein, à un trouble des conduites, bah, il y a intérêt à aller chercher hein, derrière. Il va falloir gérer. Hein. Parce que là, c'est pas avec un petit programme parental qu'on va réussir à régler le truc. Hein. Donc, le principe est de se dire que les gens n'imaginent pas en fait les trajectoires des enfants qui potentiellement ont des troubles de l'opposition qui ne seraient pas gérés de manière adaptée aujourd'hui. Et ça, c'est important pour une raison simple, c'est que je vais être un peu provoque quand je dis ça, mais je pense que c'est important de le souligner. Les gens pensent toujours que nous sommes en retard sur la connaissance des troubles du neurodéveloppement. Moi, je peux vous assurer que ce n'est pas le plus gros problème. Hein. Le retard majeur qu'on a, il est sur les troubles du comportement. Hein. D'accord. La majorité des gens ne savent même pas qu'il y a différents types de troubles de comportement aujourd'hui en France. La preuve, on les met tous en ITEP. Ils ont tous des troubles du comportement en ITEP. Allez hop, on les fout tous. Et il y a de tout, hein, pour le coup. D'accord. Donc, j'exagère évidemment quand je dis ça, hein, je le fais exprès, mais c'est bien comprendre qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas faire la différence entre un trouble enfin, on appelle trouble du comportement, des choses qui découlent par exemple des TND. Bah oui, il peut y avoir des problématiques comportementales dans le TSA, par exemple, ou dans le TDAH, mais vous avez des authentiques troubles de l'opposition avec provocation seuls. Il y a des troubles des conduites seuls, d'accord. Il y a des troubles explosifs intermittents, il y a de la kleptomanie et de la pyromanie, et je ne pense pas qu'on prend en charge de la même façon tous ces enfants différents. Vous voyez, enfants ou adolescents. Et donc, la question, c'est déjà même une méconnaissance de ces sujets-là. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, bah, le fait que les deux parents soient là et ne se rendent pas forcément, enfin, les deux parents soient pas là et qu'ils ne se rendent pas compte non plus de vraiment l'importance d'être là à ce moment-là, c'est l'idée de la prévention. Et donc, il y a vraiment une phase de psychoéducation qui doit être faite au niveau du diagnostic. Et d'ailleurs, ben, vous l'avez vu dans les recommandations, hein, première étape initiale, la psychoéducation. Si les gens comprennent pourquoi et comment c'est important de faire ces programmes, il y a quand même plus de chances qu'ils s'impliquent effectivement dans ce type de démarche. Et donc, après, c'est toute la question effectivement de cette vision, de se dire, ah oui, c'est vraiment important qu'on puisse agir et qu'on puisse intervenir dans ce cadre-là. Mais donc, gardez en tête. Alors après, je sais qu'il y a des cas où c'est vraiment trop compliqué, d'accord? Mais ça doit rester exceptionnel et pas être la norme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'avoir un seul des deux parents, c'est la norme aujourd'hui, d'accord? Et comme de par hasard en consultation, c'est quand même souvent la mère qui est là, hein, d'accord? Donc, à un moment donné, je pense que ça vaut la peine aussi de réimpliquer certaines choses. Alors, il y a des études sur le fait que les pères sont moins engagés, qu'il y a vraiment des raisons derrière et qu'il faut balayer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des réflexions là-dessus. Alors, les problématiques qu'on va rencontrer, ben, je vous ai dit, les deux grosses problématiques, c'est le manque d'engagement parental. Des parents, effectivement, même quand vous leur proposez ça, ils ne viennent pas ou ils ne font pas ce qu'on leur demande. Et derrière, c'est le manque de prise en compte d'éléments récents, effectivement, comme les écrans, la culture, ou même, alors, c'est pas récent, on est d'accord, mais même l'hygiène de vie. D'accord. Quand je parle d'hygiène de vie, je vous parle de 4 éléments de base en santé mentale. C'est même pas spécifique à ces éléments-là. C'est le sommeil, d'accord, l'alimentation, l'activité physique et récemment la gestion des écrans. C'est les 4 éléments. Déjà ça, vous dites, si ça, c'est pas réglé déjà de base, enfin, et quand je dis réglé, c'est pas que ça doit être optimal, hein, mais il faut une espèce d'équilibre quand même, à un moment donné. D'accord. Encore une fois, je vous prends un cas extrême. Je ne pense pas qu'il est très simple, et vous me direz, vous êtes plus expert que moi, moi je ne fais pas de thérapie, donc, enfin, j'en ai jamais fait d'ailleurs. Mais il me semble plus simple, à mon avis, de faire de la thérapie avec des adolescents quand ils ne vont pas se coucher tous les jours à 4 heures du matin en buvant du Red Bull, en regardant des séries Netflix toute la soirée, en faisant aucune activité physique. S'ils sont dans cet état-là où ils font pas d'activité physique en regardant des séries toute la nuit, en buvant du Red Bull, à mon avis, c'est plus difficile de travailler en thérapie avec eux. C'est pas impossible, hein, je dis pas, hein, mais je crois qu'il y a des bases à mettre avant, vous voyez. Et donc, il y a une espèce de structure comme ça à mettre, parce qu'en fait, on s'aperçoit que des troubles de l'opposition, de la provocation, des comportements dits tyranniques, par exemple, ou même un TDAH, ça a un impact quand même majeur sur ces éléments, hein, d'accord. Ça a un impact potentiel sur le sommeil, ça a un impact potentiel sur la gestion des écrans, c'est plus difficile à gérer, d'accord. Ça a un impact potentiel sur l'alimentation et le besoin, effectivement, de, par exemple, l'impulsivité dans le TDAH est liée potentiellement à des éléments, effectivement, de phase boulimique, par exemple. On a montré que le TDAH est corrélé à l'obésité au travers de l'impulsivité. Donc, on va retrouver ces éléments, effectivement, qui peuvent être aussi problématiques. Donc,
Ça, ce sont des éléments qu'on commence à intégrer petit à petit en fait dans les programmes et qui sont importants à avoir en tête. Et donc, dans notre question de l'engagement parental, pourquoi je veux en parler? Parce qu'il faut comprendre que dans ce type de programme, aujourd'hui, la littérature nous montre que moins de 50% des parents réalisent les exercices proposés pendant les entraînements. Donc, si vous attaquez les choses, vous faites attention à rien, en gros, moins de 50% des parents vont se faire ce qu'on va leur demander. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint ce qui est observé dans les suivis thérapeutiques et médicaux de manière générale, hein. Même dans le cas, par exemple, du diabète, il faut savoir que vous pouvez faire de l'éducation thérapeutique augmente potentiellement l'implication des patients dans leur suivi. Dans l'hypertension, c'est la même chose. Et pourtant, il y a encore à peu près 30% de patients qui ne vont pas suivre les recommandations. D'accord. Il y a une non-observance thérapeutique qui est assez étonnante, pour le coup. D'accord. Alors, il y a plein de facteurs, je vais vous en parler, mais il y a plein de facteurs qui font que les gens ne font pas, en fait. Et donc, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et effectivement, bon, moi, c'est un principe de base, vous vous en doutez, hein, pour que ça fonctionne, il faut faire. D'accord. Parce que c'est de l'entraînement. Donc, si vous ne faites pas, il n'y a rien qui change. D'accord. Aux parents, je leur ai souvent dit, vous voyez, lire des bouquins sur les abdominaux, si vous n'en faites pas, ça ne change rien. Vous savez très bien comment on fait techniquement, et si vous ne faites pas, ça ne va rien changer, vous n'aurez pas plus d'abdos pour la plage. Et donc, c'est le principe de base, c'est qu'il n'y a pas de changement à prévoir s'il n'y a pas d'action. Donc, attention cependant, comme le modèle de base est souvent que les parents arrivent avec un niveau de stress très élevé, le stress, par exemple, est une barrière potentielle à l'activation des techniques qu'on va donner. Donc souvent, de mesurer effectivement l'état de stress initial des parents est absolument indispensable, puisque dans certains cas, il faut d'abord faire baisser le stress, en partie, pour être capable d'engager des parents. Donc vous voyez, identifier ces barrières semble absolument nécessaire pour mieux comprendre aussi comment on va pouvoir agir avec eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de monde qui ont travaillé justement sur ce sujet aujourd'hui et qui vont essayer de mettre en évidence certains éléments. Bon, la première chose, c'est je pense que c'est pas déconné de penser que énormément de professionnels soulignent que les parents ne sont pas mobilisables dans certains points, qu'ils ne s'impliquent pas ou qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils devraient faire, alors que leurs enfants sont en difficulté. Euh, alors, moi, j'ai toujours dit, par exemple, en formation, que si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est moi qui l'explique mal. Tous les parents qui n'y comprennent pas, réfléchissez, hein. Peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas trouvé les mots. Okay. Évidemment, je pars du principe qu'il existe des gens qui font exprès de ne pas comprendre, hein. D'accord. Mais ils font exprès de ne pas comprendre parce qu'il y a des barrières. Mais ce n'est pas la majorité des parents, hein. Aujourd'hui, il y a une quantité de parents qui sortent de chez les professionnels sans avoir rien compris à ce qu'on leur a raconté, hein. Parce qu'on n'a pas vérifié qu'ils avaient compris, tout simplement. C'est rare de s'assurer quand même que les gens comprennent. Et de s'assurer vraiment, hein, pas comme les profs à l'école en maternelle, hein. Vous avez compris et tous les gamins font oui, ah ça va, alors on passe à l'exercice suivant. Non, non, hein. Okay, de s'assurer qu'ils ont bien compris ce qu'on leur expliquait et comment le faire. Et en fait, il faut réussir à faire une alliance thérapeutique suffisamment forte pour que les parents osent vous dire qu'ils n'ont pas compris. Voyez. Et ça, effectivement, ce lien-là, il peut être difficile au départ. En plus, et pourquoi il y a cet aspect-là, c'est que est-ce qu'on est transparent sur pourquoi on fait les choses? Donc ça, c'est pour bien leur expliquer. Et puis, est-ce qu'on prend en compte, par exemple, le parcours de soins de certains parents? Il y a des parents, ils vont débarquer chez vous avec un parcours, mais juste horrible. D'accord? Votre enfant va grandir, c'est vous la source de tous ces problèmes, c'est juste parce que vous n'êtes pas capable de. Quand vous vous êtes fait littéralement éclaté par des professionnels de santé pendant des années, quand vous allez en voir un nouveau et qu'il vous dit on va faire des programmes d'entraînement aux habilités parentales, je ne suis pas sûr que ça se passe tout seul, hein. Parce que ce que comprend le parent, c'est que c'est sa faute à lui. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas un défenseur de mais vous inquiétez pas, ce n'est pas votre faute. Moi, je pense quand même que dans un système dysfonctionnel, les parents ont une place. Donc, ce n'est pas entièrement votre faute, c'est sûr, mais vous faites partie du système dysfonctionnel. C'est comme ça, sinon, il n'y aurait pas d'élément là-dessus. Vous faites partie de cet élément. Et il faut en être conscient. Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse où des parents se dédouanent totalement en fait, de la prise en charge de leur enfant. Quand on leur a dit, mais vous savez, il a un TDAH, c'est pas sa faute. Oui, c'est pas sa faute qu'il ait un TDAH, je suis entièrement d'accord. Mais il a une responsabilité quand même des comportements qu'il va produire.
Vous ne pouvez pas tout excuser au travers de son trouble. De même que je ne vais pas tout excuser de vos comportements au travers du trouble de votre enfant. Vous allez participer là-dessus. D'accord? Donc, ça, c'est important, effectivement, à avoir en tête. Ils font partie du système. Mais selon la trajectoire qu'ils ont eue et selon ce qu'ils ont entendu de leur vie, je peux comprendre que ça soit plus dur à encaisser à certains moments. C'est pour ça d'ailleurs que normalement, ces programmes ont été pensés à la base pour être extrêmement préventifs et être faits tôt. C'est-à-dire avant que les gens entendent plein d'horreurs sur eux et sur leur façon d'accompagner leur enfant. Donc, important de regarder ça. C'est important aussi de se rendre compte que ces horreurs, aujourd'hui, ses parents les entendent. D'accord? C'est pas un truc ancien. Ok. Je reprendrai évidemment les paroles de mon mentor personnel qui est Caroline Goldman, qui a osé dire à la radio, d'accord, à un moment donné, les parents sont à l'origine de tous les problèmes de leurs enfants. Je vous avoue que je me suis dit, pauvre Jean-Jacques, à un moment donné, quelle difficulté il devait entraîner, parce que c'est vraiment très difficile de dire ça sur une antenne, d'accord, à des millions de personnes qui l'écoutent. Ok. Il y en a qui ont adhéré, et sans doute ceux qui ont adhéré sont d'ailleurs des parents qui n'ont pas de problème avec leurs enfants. C'est étonnant comme truc, mais c'est inentendable en fait, à un moment donné, de dire ils sont à l'origine de tous les problèmes de leurs enfants. Et pour être honnête intellectuellement, elle aura quand même ajouté cette phrase à la fin, mais ils sont aussi à l'origine de toutes les solutions. Et je la remercie réellement d'avoir dit cette phrase à la fin. Parce que c'est important de le dire à un moment donné. Ok. C'est que, par contre, je suis d'accord sur la fin de sa phrase. Ils sont à l'origine de toutes les solutions des enfants. D'accord? Parce que c'est eux qui portent effectivement cette dynamique familiale chez les très jeunes. Et c'est une réalité. Mais par contre, on aurait pu juste supprimer le départ et ça aurait été nickel, pour le coup. Donc, il y a cette idée quand même que des parents ont entendu vraiment des choses qui sont très difficiles. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte de passer de ce qu'on appelle d'un engagement parental à de passer à de l'implication parentale à l'engagement parental, parce que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'implication parentale, ça se concentre principalement sur les activités concrètes. Vous allez demander un truc à un parent, il le fait. Vous lui demandez de venir à 18h, il est là à 18h. Okay. Vous demandez de faire ça, à la maison, il le fait. Mais il n'y a pas une réelle implication de sa part, d'un engagement de sa part au niveau familial. Et en fait, l'idée de l'engagement, c'est vraiment de rentrer ce sentiment de responsabilité, le but de se dire, je ressens le besoin de m'investir, je ressens vraiment cette implication émotionnelle vis-à-vis de ma famille et de mon enfant. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a des parents qui vont venir une fois sur deux au rendez-vous. Ils sont impliqués, ils vont venir, vous leur demandez de faire des trucs, ils vont le faire. Vous leur envoyez un mail en disant c'est vraiment important d'eux, ils vont le faire. Mais ils ne se rendent pas toujours compte de pourquoi ils le font et dans quel but réellement c'est poursuivi. Et ça, en fait, ça fait des années qu'on a des modélisations de justement l'engagement parental en santé, et c'est intéressant de le revoir, cet aspect-là. Parce que ces modèles d'engagement, ils sont basés sur des croyances et des valeurs chez les gens, mais surtout sur l'engagement comportemental. C'est-à-dire que pour engager des gens dans une démarche, et ça, il faut qu'on le comprenne, c'est que la base, c'est que les gens doivent être à l'initiative de la démarche. Ils doivent être en recherche d'aide. Proposer des programmes d'entraînement aux habilités parentales de manière un peu systématisée, de dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, ainsi de suite. C'est logique que des parents ne s'engagent pas. Parce qu'en fait, on leur applique un truc, ils n'avaient même jamais pensé, et ils ne voient pas, au final, que c'est ça la problématique de base. D'accord? Ils ne sont pas à l'initiative de cette problématique-là. Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est la dynamique entière familiale qui pose des problèmes. Donc, essayer de leur plaquer un truc alors qu'ils ne sont même pas à l'initiative de la demande, ça va être difficile. Et une fois qu'ils sont à l'initiative de la demande, nous, on a un travail énorme à faire, c'est travailler justement sur la croyance et les valeurs, qui est notamment de leur proposer un truc qui va leur faire passer le message que ce qu'on est en train de faire, c'est utile. Et qu'il y a des attentes de résultats qui sont potentiels. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, mais il ne faut pas s'empêcher de montrer des données de résultats de la littérature. Il faut montrer que c'est efficace. Il faut montrer qu'on a des résultats aujourd'hui, avant même de commencer. Les données de la littérature, elles se comptent en centaines d'articles aujourd'hui sur l'efficacité des programmes d'entraînement aux habilités parentales, d'accord? Sans vendre du rêve, hein, okay. On n'est pas sur des choses où on va changer le monde, c'est pas la petite maison à la prairie et les gens, ils n'ont plus de problème après. Hein. Mais on a des données sur l'efficacité de ces programmes, sur ce qu'on joue, et notamment sur le fait que si vous êtes moins stressé et plus de sentiments de compétence, vous gérez mieux les choses. Et c'est objectivement ce que je vais chercher.
Par contre, vendre ces programmes d'entraînement en disant, ah, mais oui, vous savez, votre enfant, après, il sera moins impulsif, moins hyperactif, moins inattentif, c'est aller droit dans le mur, parce qu'en fait, c'est pas vrai. On ment à ce moment-là. D'accord? Et ça, c'est un élément qui est vraiment important. Il faut vraiment se dire qu'il y a une attente de l'utilité du traitement, mais sur des objectifs quand même très précis à un moment donné. Donc, ça, c'est important. Et pourquoi c'est cet aspect du traitement qui sera utile? Il y a un milieu où ça marche ultra bien, et je pense que les psychologues l'ont toujours pas compris. La publicité, le marketing, c'est basé sur quoi? D'accord? On vous montre à quel point c'est efficace, hein, les choses. D'accord? Utilisez ce balai-là parce qu'en fait, il balaye mieux que les autres. D'accord? Et on vous montre, hein, l'efficacité. Regardez cette crème anti-âge, elle est 70% plus efficace que la précédente. Ok. Maintenant, on vous rajoute des mots scientifiques et on vous dit, ah, regardez à quel point c'est magnifique. Aujourd'hui, vous avez des trucs comme Guerlain, par exemple, qui vend des crèmes quantiques pour changer les trucs. Regardez, vous faites, ça a plu. Et bien, vous savez que c'est grâce à ce genre de choses. C'est-à-dire que la manipulation qui est faite, d'accord, elle est soit éthique parce que vous ne faites pas de la manipulation, vous montrez des vrais résultats, ou vous mentez et vous montrez des mauvaises choses. D'accord? Et bien en fait, ce domaine-là, c'est juste le fait de se dire qu'on peut structurer vraiment un message et montrer à partir de ça, d'éléments concrets que ça peut fonctionner. Un élément, par exemple, qui est assez intéressant dans les programmes pour montrer à des parents que c'est efficace, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est-à-dire d'autres parents qui sont passés par ces programmes qui viennent eux-mêmes témoigner de l'efficacité chez eux. Et bien, quand eux, ils font ça, il y a un engagement dans les programmes qui est plus élevé. Et ça, c'est super intéressant si vous menez des groupes, par exemple, dans des institutions, et que vous avez l'occasion, par exemple, de pouvoir ramener des parents qui ont participé à des premiers groupes pour présenter, par exemple, aux autres parents qui voudraient s'engager dans ce type de choses. Parce que c'est eux qui sont les plus clairs sur cet aspect-là, et ce qu'ils vont développer, c'est la motivation des parents à participer dans ce type de programme. Et quand ils sont motivés dans cette participation, en fait, ils sont plus assidus, et il y a une vraie participation parentale. Et en fait, c'est de notre responsabilité, pour le coup, de pouvoir dégager ces compétences et de pouvoir justement les mettre en place avec les parents. Alors évidemment, il y a plein de barrières qui vont se mettre en place, il y a plein de barrières qui vont nous empêcher de pouvoir d'agir là-dedans. Je vous en donne quelques-unes ici. Ben, c'est cette idée de la compétence et de la compréhension, hein, d'accord? C'est-à-dire que les parents ne comprennent pas pourquoi on le fait ou comment on le fait. Et donc, on a un vrai travail de communication à faire dessus, de vraiment expliquer le pourquoi, comment ça se passe, dans quelles conditions on va le faire. N'oubliez pas, évidemment, des difficultés de fonction exécutive, parce que les parents eux-mêmes peuvent présenter des troubles. Ben, les difficultés exécutives, la problématique, c'est que organisation, planification, les compétences potentiellement d'inhibition qui vont être difficiles, leur propre distraction qui va être difficile à gérer. Il y en a qui ont peu de motivation, hein, effectivement, au départ, et notamment, vous allez le voir chez des patients qui eux-mêmes, ben, enfin, soit vous avez, par exemple, des débuts d'état dépressif chez des parents, c'est dur d'aller motiver des parents qui sont dans ces états-là. C'est plus difficile chez des parents qui ont eux-mêmes un TDAH avec une dysrégulation motivationnelle forte. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ils disent, ouais, c'est absolument ça qu'il faut faire, et le temps qu'ils aient le rendez-vous avec vous, ben, en fait, ils sont démotivés, ils ne viennent pas. Donc, on va retrouver effectivement ces fluctuations motivationnelles qui vont être aussi embêtantes, peu d'estime de soi parce qu'on les a démolis potentiellement dans leur parcours effectivement de soins. Des attitudes négatives, ils sont pessimistes à propos de l'efficacité des programmes. Ils vous disent, ouais, mais de toute façon, pour nous, ça ne peut pas marcher. De toute façon, nous, on se rend compte que, au vu de ce qu'on a déjà fait, ben, il n'y a rien qui fonctionne. C'est la grosse problématique de ne pas suivre les recommandations dans l'ordre et de se disperser et d'avoir potentiellement des parents qui sont en errance médicale. Et selon le moment où vous arrivez dans leur trajectoire, vous n'êtes potentiellement que une prise en charge en plus parmi d'autres. Et donc, pourquoi vous, vous serez plus efficace que les 18 autres qu'on a vus avant? Bah oui, c'est vrai que c'est une vraie question à travailler. Bah évidemment, le stress parental, c'est-à-dire que c'est des situations qui peuvent être extrêmement angoissantes aussi pour certains parents, qui vont les mettre dans des états réactionnels très difficiles aussi à certains moments. Et donc, bah, tout ça, c'est aussi le fait que ça va se maintenir dans le temps. Ils vont maintenir aussi leur façon d'agir en tant que parents de manière assez négative. Et donc, ils vont utiliser, hein, de manière inadéquate des stratégies. La manière inadéquate des stratégies, c'est par exemple les parents qui vous disent non, mais de toute façon, on a déjà essayé de le renforcer, ça ne marche pas. Ou alors, on a déjà mis des tableaux de comportement, mais ça ne fonctionne pas chez nous. C'est 2 semaines et voilà. Et ils sont capables de vous dire comme ça dans la présentation d'un programme que tout ce qu'on leur présente, ils ont déjà essayé, il n'y a rien qui marche. Et par contre, le jour où vous allez arriver et dire, mais au final, est-ce que vous êtes quand même prêt à entendre que peut-être vous avez effectivement fait l'effort de mettre ça en place et c'est génial, merci beaucoup, mais peut-être que ce n'était pas mis au bon moment ou de la bonne façon en place? Est-ce que vous êtes prêt à réfléchir avec nous
sur le sujet? Est-ce que vous êtes prêt à revoir ces éléments-là ou pas? Et en fait, selon leur niveau de stress, selon leur parcours de soins et effectivement leur optimisme, leur motivation, et ainsi de suite, bah, leurs réponses peuvent varier effectivement par rapport à ces notions-là. Donc, mieux comprendre ces barrières aussi, de les évaluer avant de se lancer dans les programmes est sans doute aujourd'hui important. Je trouve que dans les programmes, en règle générale, dans les méthodologies de programme, pour le coup, on ne parle pas suffisamment de l'évaluation et intégration dans ce type de programme. On ne fait pas assez suffisamment attention à justement faire l'évaluation complète des familles avant de les faire, de leur proposer ce type de programme. On a plutôt tendance à les intégrer en masse et de voir un peu si ça fonctionne ou pas. Je pense que si on arrivait vraiment à évaluer un peu mieux ces barrières, de prendre le temps d'analyse des profils avant, ben, on aurait sans doute moins d'échecs, moins de ces 50% de familles qui font les exercices qu'on leur propose. Et en fait, ça rejoint, alors c'est c'est mon intérêt restreint du moment, bon, c'est un intérêt restreint qui va durer 2 semaines, mais c'est le principe, donc, je vous ai dit, de l'observance thérapeutique de cette question, et notamment de Gérard Rich, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui travaille d'ailleurs encore là-dessus, sur cet aspect du fait de suivre en fait les approches thérapeutiques. À un moment donné, il y a vraie intellectualisation derrière de cette question, d'accord? Ça, ce sont des éléments qui sont intéressants, et donc il y a tous ces intérêts de mieux comprendre pourquoi les gens en fait, qui comprennent qu'ils doivent se soigner, qu'ils doivent aider leur famille. Hein. Les parents, ils savent qu'ils doivent faire les choses, mais en fait, pourquoi ils ne le font pas, quoi? Et donc, plutôt que de rester dans le constat, ben, c'est de passer à l'action et d'essayer de comprendre pour être capable d'avancer. D'accord? Est-ce que j'utilise le modèle Di Clemente? Non, pas du tout. Donc, non, non. À la base, c'est un élément, moi, qui arrivait tardivement dans l'approche que je faisais à l'époque sur les programmes d'entraînement habilité parental. Donc, il y avait des éléments d'entretien, de ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, même si à l'époque, moi, j'avais pas ça en tête, je savais pas que ça s'appelait des entretiens motivationnels, je ne le cache pas. Donc, c'est pas récent du tout hein, comme élément. Mais aujourd'hui, effectivement, toute la modélisation de l'entretien motivationnel rentre vraiment en compte sur ces approches. C'est ce qu'on va intégrer notamment dans l'éducation thérapeutique des patients en amont, avec les bilans pédagogiques partagés, avec cette idée de l'entretien motivationnel qui va se construire pour être capable d'expliquer d'abord aux patients, de faire les choix et de rentrer dans ces approches. Donc, euh, donc voilà. Mais pourquoi pas? C'est un peu, euh, c'est un peu ces éléments que vous pouvez appliquer. Ce que je veux vous partager ici, c'est surtout de se dire que constater que des gens ne s'impliquent pas est une chose, il ne faut pas juste penser le fait qu'ils ne s'impliquent pas constater. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'étape au-dessus et essayer vraiment de comprendre le pourquoi ils n'y vont pas. Et ça, c'est bien plus essentiel au final, parce que dans les programmes d'entraînement, il y a beaucoup de parents qui vont dire oui, mais on a essayé, mais ça n'a pas marché. Et en fait, on ne s'est jamais posé la question de pourquoi ça n'avait pas marché, parce que souvent, on ne fait pas ces évaluations pré-programmes qui sont nécessaires, pourtant, à mon sens, en tout cas, et qu'on n'a pas assez développé aujourd'hui. Donc, je vous propose ici quelques petits exemples d'adaptation, hein. Donc, notamment cette question de bien comprendre, notamment les pathologies parentales. Sachez que, alors c'est super récent, moi ça m'a choqué, mais à ma connaissance, c'est une des premières études qui a fait ce travail. C'était en Suède, on a une équipe qui travaille sur l'adaptation de programmes d'entraînement aux parents qui ont eux-mêmes un TDAH. D'accord? Ils ont commencé les premières études 2023. Ouais, donc ça fait vraiment pas longtemps. Pourtant, on sait quand même depuis un petit temps que les parents eux-mêmes peuvent avoir un TDAH. Donc, on a vraiment cette question. Donc, aujourd'hui, il y a des premiers résultats qui sont validés, qui sont acceptés, et c'est assez intéressant parce qu'en fait, ils travaillent notamment avec les parents sur le fait qu'ils font une première analyse de l'organisation et de la planification des parents. Et si déjà là, ils ont des difficultés, ils vont déjà commencer par là avec les parents avant d'engager les programmes d'entraînement. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que s'il n'y a pas d'organisation et que la planification est éclatée, par exemple, bah, c'est très difficile de mettre un programme d'entraînement en place. C'est dur d'avoir des parents qui s'entraînent au jour le jour s'ils ne sont pas organisés, qui ne sont pas planifiés. Et donc, on va avoir ce travail-là. Il y a des éléments aussi on peut prendre plus de temps par séance. Parce qu'on se rend compte que justement, la fluctuation motivationnelle peut être vraiment présente et que c'est plus difficile pour eux d'être suffisamment impliqués tous les deux, d'accord, dans la démarche. Et donc, on va retrouver ces éléments-là. Donc, je vous mettrai cet article-là avec le support de PowerPoint, comme ça vous aurez aussi accès à la publication. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment c'est, hein.
s'est développée et que les premiers résultats sont vraiment, pour le coup, assez positifs dans ce cadre-là. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ben, on va avoir potentiellement dans le temps des adaptations, effectivement, aux parents qui ont eux-mêmes des TDAH. Sachez, par exemple, en France, que c'est un des éléments qui est le plus réclamé dans les associations de parents. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, c'est très bien de faire des programmes d'entraînement aux habiletés parentales, mais est-ce que vous avez considéré que nous-mêmes, on a un TDAH, par exemple? Mais en fait, ça, on n'a pas, nous, aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait pas encore, c'est ce que je vous disais, il ne faudrait pas encore attendre 20 ans pour être capable de modifier les programmes qu'on a aujourd'hui pour les adapter à la population qu'on a en face de nous et qui est une vraie demande, par exemple, parentale. Donc, une vraie réflexion déjà de base sur cet élément-là et de prendre en compte effectivement les pathologies parentales, je pense que c'est important. Là, je vous parle de TDAH, mais ça ne serait pas déconné, à mon avis, hein, de voir qu'il y a des parents qui ont des TSA, par exemple, avec leur enfant qui a un TDAH. Moi, ça ne me choque pas. Qu'il y a des parents avec des troubles anxieux, mais massifs, d'accord, et qui vont être présents à un moment donné. Ils vont devoir être pris en charge pour leurs troubles anxieux, mais ce qui n'empêche pas de pouvoir adapter potentiellement un programme, en fait, à cet élément de troubles anxieux chez eux aussi. Donc, c'est des choses qu'on va devoir développer aujourd'hui et qu'on va devoir prendre en compte dans les programmes qui arrivent très prochainement. Deuxième chose, je vous parlais de la notion culturelle. Je vous montre l'exemple de l'adaptation japonaise. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un programme américain sur des japonais, ça va vite être réglé. D'accord? Pour une chose qui est bête, c'est que par exemple, les valeurs des familles au Japon, c'est notamment de faire preuve d'humilité. D'accord? Donc, là où, dans un programme d'entraînement parental, on a plutôt tendance à fêter les victoires et donc de mettre en évidence les gens en disant oh, génial, vous avez réussi, c'est trop bien, ainsi de suite. Montrez-nous ce que vous avez réussi, ainsi de suite. Faites ça au Japon, ça va mal se passer. Hein. Donc, c'était intéressant parce que j'ai vu un un étudiant italien qui avait fait en fait une partie de sa thèse de doctorat au Japon et qui devait mettre ce type de programme en place. Bah, lui, il l'a bien vécu hein, parce qu'il est arrivé tout en battant, machin. Et sur place, ça s'est mal passé le premier coup, quoi, parce que vraiment, les gens, ils sont pas réceptifs, quoi. Donc, ils vont pas avoir cette tentation de mettre en évidence leur réussite, et ainsi de suite. Ils vont les garder pour eux. Par contre, vous pouvez quasiment être sûr, d'accord, qu'ils vont faire des efforts. Si vous leur donnez des exercices, ils vont les faire. Ils vont les appliquer, et ainsi de suite. Et ça va être très important. Et alors, il y a cette idée de l'harmonie du groupe. Vous ne pouvez pas avoir de dissension dans votre groupe. Sinon, vous perdez l'entièreté du groupe, c'est sûr. D'accord? Donc, c'est vraiment important aussi de faire attention à ça. Donc, il y a vraiment la question de la relation interpersonnelle qui est vraiment importante. Et la dernière chose, c'est le style d'apprentissage. Vous devez avoir un style d'apprentissage qui est plus didactique. C'est-à-dire que ce n'est pas tant un groupe d'échange de paroles qu'un cours à donner. C'est un cours avec une méthodologie bien précise. Vous devez transmettre les choses et ça doit être carré, précis pour que les gens puissent appliquer. C'est beaucoup plus passif. Il faut vraiment être conscient de l'état des autres, voire être capable de pouvoir voir des gens de manière individuelle, séparément du groupe, par exemple. Et donc, évidemment, ça modifie le contenu du programme, ça demande vraiment un entraînement, une supervision pour une autre culture, et ça, c'est vraiment important aussi de se dire cet élément-là, et donc de mettre tout ça en place. Aujourd'hui, cette adaptation à la culture française n'existe potentiellement pas. D'accord? Encore une fois, pas potentiellement, parce que les gens l'ont fait un peu automatiquement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a vu apparaître les programmes PEP. C'est pour ça, par exemple, que Céline Clément à Strasbourg a énormément travaillé sur cette validation du programme et essayé de l'adapter aussi. C'est pas tout à fait même si elle est vraiment très proche de Barclay, mais on a des adaptations effectivement qui sont extrêmement intéressantes à la population française. Mais aujourd'hui, on n'a pas de validation pure d'un programme vraiment français structuré qui a la même efficacité, quoi. Et ça nécessite encore un petit peu ce type d'adaptation où, par exemple, les renforcements à l'américaine, oui, génial, trop fort, t'as réussi. Ici, tous les parents, ils vont vous regarder, ils vont faire, mais ça va pas, moi je fais pas du théâtre avec mon enfant, hein, faut pas déconner non plus. Et donc, on va baisser le niveau potentiellement, l'intensité, pour être capable de rentrer dans un truc culturel, dans un moule culturel qui est plus acceptable, par exemple. Donc, on va retrouver ces éléments-là. Euh, mais aussi, pourquoi je vous parle de cette notion culturelle? Parce qu'il existe aujourd'hui très peu de pays, en fait, où il n'y a pas une multiculturalité. Et donc, vous êtes confronté aussi à des cultures qui sont très différentes. Par exemple, moi, quand j'étais en Belgique, j'étais très confronté à des populations centrafricaines. Bah, culturellement, au niveau de la parentalité, on n'est pas sur la même, hein, je vous promets. Hein. Donc, vous voyez, quand vous êtes confronté à ces éléments-là, c'est difficile. C'est pas la même chose de travailler avec des parents d'origine du Maghreb, par exemple, qu'avec des parents franco-français Paris 16e. Hein. C'est pas la même. Hein. D'accord? Donc, forcément, vous allez devoir avoir une adaptation à ça.
Et de le réfléchir de cette façon, c'est de se dire que de pouvoir aborder les choses, c'est de connaître la culture que vous avez en face de vous. Ou en tout cas, être capable d'échanger suffisamment avec les parents pour adapter votre programme à leur culture. Et ça va vraiment être un élément important qu'on ne prend pas encore assez en compte aujourd'hui. Un autre élément, effectivement, qu'on rencontre parfois, c'est le fait que les programmes sont trop longs. Vous voyez, c'est 10 séances, une fois toutes les 2 semaines, ça prend 5 mois et demi. Donc les parents vous disent, ouais, mais 10 séances, c'est long, vous vous rendez pas compte, machin. Et bon, et 10 séances, quand un gamin va 2 fois chez l'orthophoniste par semaine pendant 4 ans, 10 séances, c'est une blague, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais bon, effectivement, ça semble long pour certaines personnes. Et aussi, l'accessibilité est plus difficile. C'est-à-dire que plus vous avez des programmes longs, plus c'est difficile de pouvoir avoir accès, puisque ça prend plus de temps. Aux Pays-Bas, notamment, ils ont développé ce qu'on appelle les programmes brefs, qui sont des programmes qui vont se donner, en fait, en 3 séances. D'accord? C'est 3 sessions. Ok, et qui sont basés uniquement sur des analyses fonctionnelles très concrètes. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont sélectionnés à la base et avant de venir au premier rendez-vous, ils doivent choisir 4 comportements problématiques dans des situations spécifiques. Et dans l'intervention, en fait, il y aura 2 de ces comportements qui vont être vraiment tout structurés. Et donc, dès la première session, on a une brève psychoéducation qui n'est même pas forcément ciblée TDAH en elle-même, mais qui est ciblée sur les grandes caractéristiques cognitives, donc inhibition, mémoire de travail, motivation. On a une analyse fonctionnelle, on décortique tout, on identifie les antécédents, les conséquences, les événements dans lesquels ça se passe, et on élabore le plan d'intervention avec les parents. On structure tout avec eux, on les fait faire les exercices en séance, d'accord? Et puis, on les renvoie chez eux. D'accord? Donc, vous voyez, on a donné des instructions claires, établir les règles, vraiment, on structure tout l'environnement, on anticipe les comportements problématiques, on utilise le renforcement positif, et en fait, on peut structurer sur un des comportements, on structure très fort, et on renvoie chez eux, les parents doivent s'entraîner à fond, à fond, à fond sur ce comportement problématique. Deuxième session, mais en fait, on fait l'évaluation du premier plan, on ajuste tout avec eux, d'accord? Et on refait exactement la même chose, mais pour un deuxième comportement cible, mais on part de la base des parents, c'est-à-dire qu'ils doivent réanalyser ces éléments-là, d'accord? Et donc, il y a un nouveau plan d'intervention, les techniques de contrôle de stimuli, les gestions des contingences, et donc on va vraiment travailler ça. Il y a des mises en pratique en séance, et on demande aux parents d'appliquer ça de manière quotidienne. Et on enchaîne tout ça sur donc là les 2 comportements problématiques sur lesquels on a travaillé. On structure vraiment, vraiment, vraiment tout, et en fait, on les envoie. Et ensuite, on va les laisser un petit temps, et puis il y a une session de rappel, et en fait, on fait les ajustements des plans nécessaires, on retravaille les 2 autres comportements qui restent, et on encourage les parents à maintenir, généraliser, ainsi de suite. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que dans ces programmes brefs, ben, on s'aperçoit en fait que la technique qui fonctionne le mieux pour la gestion, en fait, c'est l'analyse fonctionnelle et d'anticiper les problématiques, d'être capable de gérer en fait les antécédents, d'être capable d'identifier les antécédents, de pouvoir anticiper les comportements et de travailler sur les conséquences, et en fait la technique de transformation des comportements qui fonctionne le mieux. Et donc passer plus de temps sur cette étape-là pour être capable de tout structurer, et ben en fait ça facilite déjà la gestion des comportements. Et donc ce qu'on voit, c'est une diminution des comportements problématiques. Et donc comme c'est souvent, il faut savoir que là pour le moment, aux Pays-Bas, en tout cas, je pense que 35 à 40% des consultations initiales pour des enfants, ce sont les problématiques comportementales. Et donc, leur but a été de trouver une technique, un programme rapide pour répondre à ce grand type de demande et d'essayer de structurer ça. Donc, il y a peut-être moins d'impact sur le sentiment de compétence et encore. Il y a peut-être moins d'impact sur le stress et encore. Les résultats sont plutôt probants. Effectivement, il y a moins de structure familiale, il y a moins de gestion familiale en sens général, mais il y a vraiment cette idée que si on veut travailler la gestion des comportements dans les familles, en fait, c'est l'analyse fonctionnelle et la structuration vraiment des plans de comportement qu'on a travaillé avec les parents, qu'on a testé avec eux ensemble, et après de l'application à la maison et de l'entraînement comme ça. Et à partir de ça, en fait, on a des résultats qui sont déjà très intéressants. Au point où, en fait, les équipes disent, si vous devez faire juste un minimum aujourd'hui, et bien en fait, c'est ça qu'il faut travailler. Psychoéducation, analyse fonctionnelle, et vous boostez derrière. Et dans l'analyse fonctionnelle, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont ajoutées, qui sont notamment établir les règles et les instructions claires, qui en fait, dans un programme comme Barclay, par exemple, va représenter les 3-4 premières interventions. Les 3-4 premières séances, en fait, c'est de la psychoéducation, de l'analyse fonctionnelle. Il y a le moment spécial qu'on ne retrouve pas ici, et cet élément, effectivement, de communication claire. Et en fait, on voit que le début des programmes, en fait, c'est la structure du début qui compte le plus pour essayer, justement, de travailler ces notions-là.
Et c'est là que les résultats sont les plus intéressants pour le coup. Ensuite, et je vais terminer par ça, c'est vous montrer en fait des nouveaux éléments. Et là, on va faire des cocoricots français, hein, parce que pour le coup, on a quand même pas mal de choses en France sur le sujet. Euh, Céline Clément a retravaillé et vient de terminer, je pense, le travail vraiment de restructuration de l'approche des programmes d'entraînement habité parental pour les adolescents. Parce qu'effectivement, les PEHP adolescents sont un petit peu moins efficaces quand même au niveau de la littérature. Donc, elle vient de retravailler ces éléments-là. Donc, elle donne aujourd'hui, elle a développé sa formation sur le sujet, potentiellement à l'Université de Strasbourg, sur la question des PEHP orientés justement parents d'adolescents et adolescents. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les programmes d'entraînement adolescents, ce qu'on retrouve, c'est que les adolescents, eux aussi, vont être accompagnés. Donc, c'est intéressant de le voir. Euh, les premiers résultats du programme Panda qui se développe à Toulouse avec Jean-Marc Deléac euh, sont intéressants, puisqu'en fait, on a des, euh, des éléments autour de la psychomotricité, notamment, et de la baisse potentiellement de l'hyperactivité, en tout cas du mouvement qui sont faits au travers de ces approches. Donc, on voit aussi qu'à Toulouse, il y a un vrai développement aussi de l'approche parentale et de la place de la psychomotricité chez les très jeunes enfants, notamment dans l'accompagnement parental. Évidemment, on en a parlé, on a le programme PEPS qui est sorti, donc fin 2024, si je ne me trompe pas, au début 2025. Je crois que c'est en 2024. Donc, il y a des nouveaux modules, comme par exemple la régulation des crises de colère, effectivement, qui n'est pas une chose qui est forcément très structurée dans la majorité des programmes, mais qui ici est intéressant et qui va aussi voir une vision plus sur les difficultés émotionnelles au sens large. Prendre soin de soi en tant que parent, c'est vrai que ça reste quand même important et qu'on retrouve aussi dans la résistance non violente, par exemple, où il y a vraiment cette idée-là, et dans le principe aussi du burn-out parental, où effectivement on a cette idée de plus en plus proche. On a des ateliers sur la gestion des écrans aujourd'hui, sur la capacité qu'on a à former des parents à comprendre ce que sont les écrans pour leurs enfants, et donc de pouvoir le réguler. Les approches avec les adolescents aussi, et aussi des approches sur l'augmentation de l'autonomie, vraiment avec un développement là-dessus. C'est beaucoup plus souple en termes d'exercice, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des adaptations sur le rythme parental, vraiment, de se dire que dans les programmes un peu Barclay, il faut faire tout tous les jours, quoi. D'accord? C'est une obligation, il faut vraiment enchaîner, parce qu'on part du principe que si vous faites un petit peu tous les jours, l'entraînement sera meilleur. On s'aperçoit au final que selon le retour du terrain là-dessus, faire tout tous les jours, ça reste compliqué. Et donc, plutôt que de dire à des parents, voilà, vous n'avez pas fait tous les jours, on commence à être plus souple. Moi, il me semble qu'il faut faire attention aussi qu'en étant plus souple, les gens font moins et que si vous faites moins, si vous le faites déjà une fois tous les 2 jours, c'est pas mal. Les gens vont entendre, si je le fais une fois tous les trois, c'est OK. Vous voyez. Il y a le moment spécial, par exemple, où normalement, dans Barclay, c'est 20 minutes de base. En fait, Barclay, il a toujours dit que c'était 20 minutes de base parce que lui, il espère que les parents fassent 15. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il disait 20. Parce qu'en fait, si vous dites 15, les gens vont en faire 10. Et donc, petit à petit, à force d'être de plus en plus souple, il y a de moins en moins d'entraînement. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais je comprends aussi du côté de l'équipe de Nathalie qui a bossé là-dessus pendant des années, qu'il y a vraiment cette demande aussi du terrain et peut-être cette idée d'approche un peu irréaliste des programmes de base. Et donc, ça reste intéressant aussi d'adapter aux attentes des gens. Je pense que ça a vraiment du sens aussi de le penser. Par contre, c'est une proposition qui est en 12 à 14 séances, qui est encore plus long que les programmes initiaux. Est-ce que les parents vont accrocher sur des séances aussi longues? C'est un peu ça risque d'être peut-être un peu plus difficile. Et en même temps, il y a des propositions d'approche intensive en séminaire de plusieurs jours d'affilée, d'accord, où on fait 2 ou 3 jours d'affilée, et là on enchaîne en fait toute l'utilisation. Alors ça perd le côté entraînement, ça c'est sûr, puisque les gens vont recevoir toutes les informations en 2 jours par exemple, à distance, mais vous n'aurez pas le côté entraînement. Donc il y a des ajustements qui sont proposés pour essayer aussi d'adapter ce genre de choses en fait aux demandes et aux besoins de terrain aujourd'hui. Donc il y a ces éléments-là. Ne pas perdre, donc là on est au CHU à Montpellier, toujours à Montpellier dans l'autre service de pédopsychiatrie. Vous aurez aussi le travail de Amaria Bagdali et de son équipe sur mettre en œuvre un programme d'ETP pour mieux vivre avec le TDAH. C'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que ce sont des ateliers qui sont proposés à la fois pour les parents, mais aussi en parallèle pour les enfants et les ados, ce qui fait qu'ils vont pouvoir échanger aussi sur le sujet. Je vous prends le premier atelier qui est le modèle de psychoéducation. À la fin de la première étape, soit les parents expliquent le TDAH à l'enfant, soit l'enfant explique son TDAH à ses parents. Vous voyez. Donc il y a vraiment l'idée de poursuivre des objectifs ensemble, on sépare les deux,
premier atelier enfant d'un côté, atelier parent en parallèle, et après on les remet ensemble pour qu'ils puissent échanger et puis ils puissent restructurer les choses. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors on est plutôt dans une démarche éducation thérapeutique, donc avec des ateliers, c'est pas de l'entraînement, on n'est pas dans un programme d'entraînement, mais avec des ateliers qui sont faits à la carte, hein, selon les besoins des gens, avec justement ce bilan pédagogique partagé au départ et ces entretiens motivationnels pour savoir où sont les difficultés vraiment précises là-dessus. Vous avez 7 ateliers qui sont proposés. Euh, Bon, comme tous les bouquins comme ceux-là, hein, vous n'appliquerez pas en fait un programme d'éducation thérapeutique avec le bouquin, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas tous les outils, parce qu'il n'y a pas tout ça, mais vous avez la trajectoire et la philosophie qui est derrière et qui est extrêmement intéressant. Et on peut souligner que, à ma connaissance en tout cas, c'est le premier ouvrage publié en français sur le sujet, dans le TDAH. D'accord? Moi, je ne connais pas d'autres programmes en France publiés qui est basé là-dessus. Il y a d'autres programmes de TP pour le TDAH, et notamment, il y en a à Lyon, notamment. Normalement, il y en a un pour les adultes, ados-adultes. Il y en a qui vont se développer, notamment dans d'autres régions. Euh, mais c'est vrai que ça reste encore rare, mais il y a des choses qui sont en train de se développer. Et sachez aussi que, alors là, moi, j'en ai pas trouvé en francophonie, mais j'en ai trouvé d'autres choses. C'est vraiment des personnes qui intègrent maintenant l'hygiène de vie, effectivement, dans le cadre des programmes d'entraînement aux habilités parentales. Donc, on a de plus en plus, effectivement, des interventions sur le sommeil qui sont intégrées, par exemple, ou encore dans le programme LEAP ici, qui se fait en téléconsultation. Vous allez avoir, en fait, des interventions sur le sommeil, mais aussi l'utilisation des écrans et aussi, par exemple, des éléments qui encouragent l'activité physique, c'est-à-dire que on sait que l'activité physique peut avoir un intérêt aussi sur la baisse de la symptomatologie, par exemple dans le TDAH, et bien en fait, on va retrouver en fait ces éléments-là qui vont s'intégrer maintenant dans les programmes d'entraînement aux habilités parentales et pas à part, mais vraiment s'intégrer directement dans une vision globale de la santé mentale en fait de la famille et des patients en question. Donc on commence à avoir vraiment des résultats et des choses qui sont en train de se modifier, qui sont assez intéressantes dans ces adaptations. Et donc, en conclusion, c'est que les PEHP, ils ont montré tout l'intérêt dans l'accompagnement de vraiment de nombreuses problématiques aujourd'hui, parce que là, je les centrais sur les problématiques de comportement, mais il faut comprendre que les programmes d'entraînement, il y en a plus de 200 aujourd'hui différents sur la planète, qui abordent plein de choses différentes. Ça peut être de l'ordre du TSA, ça peut être de l'ordre des troubles du langage, mais ça peut être de l'activité physique, ça peut être de la gestion de poids, ça peut être effectivement le sommeil, ça peut être d'autres particularités, comme des programmes très spécifiques sur la gestion des écrans. Vous avez un petit peu tout ça et c'est intéressant. Et donc, ici, on en parle dans le cadre du TDAH et des troubles associés, mais effectivement, on en a d'autres aussi qui sont disponibles. Bon, moi, je pense qu'ils ont un petit besoin de modernité, je ne vous le cache pas, même si on voit qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en train d'être mises en place, mais qui doivent aussi être validées à un moment donné. Donc, il y a des notions d'adaptation à mettre en place. Et j'espère, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, qu'on ne va pas attendre une nouvelle fois 20 ans, en fait, pour commencer à modifier les choses. Aujourd'hui, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qu'on doit adapter, on sait vers quoi on doit aller. Bah, maintenant, à nous de trouver suffisamment d'initiatives et suffisamment de nouveautés dans nos démarches pour être capable justement de faire évoluer ça pour s'adapter au maximum, au final, aux familles qu'on va rencontrer. Et donc, merci beaucoup de votre attention. J'en ai fini, évidemment, avec cette présentation. Dites-moi si vous avez des questions, des demandes, des besoins. Je suis disponible. Comme je disais à Caroline au départ, je ne fais rien après, hein. Donc, moi, j'ai du temps si vous voulez que je vous écoute. Donc, n'hésitez pas. Enfin, Vous avez beaucoup de chance, donc profitez-en, effectivement. là. Après, il y a peut-être des gens qui, eux, ont des choses à faire. C'est un peu différent. Mm. Oui. Après, tu vas peut-être pas avoir de questions parce que justement, ça a été suffisamment ou ça a été tellement clair que finalement, ils ne vont pas te demander de précision. Ça, je sais pas, mais c'était très clair, mais c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Comme je pars du principe, hein, il faut que je l'explique bien pour que vous le compreniez. Donc, il faudrait que, C'est ça. bien que je l'explique Bah, quand même. ça paraît gagné déjà dans un premier temps, hein. Tu vois, c'est super, merci beaucoup, c'était très clair, c'est ce qui ressort. Ouais. Je dois revoir l'enregistrement, c'est juste par rapport au diagnostic, parce que je suis venu tard. Mm. Euh, Bah, l'enregistrement, il sera de toute façon disponible et il est en cours, donc ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sébastien pendant qu'il est encore avec nous ou des remarques? euh, alors, si j'ai un doc avec les dernières infos programme, car pas de diapo pendant la présentation. Quelles infos, Anne-Sophie? Comme ça, oui, j'ai plein de diapos, moi. J'en ai des dizaines, donc n'hésite pas.
Dis-moi. Si tu as des choses spécifiques. Comme ça, je le note et j'envoie tout. Je vais déjà vous envoyer les éléments sur les parents qui ont un TDAH déjà. Donc, Mm. Bonjour, je me oui. permets de prendre la parole. Je ne sais pas si vous Oui. m'entendez. Oui. Oui, super. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, merci aussi d'insister beaucoup sur hygiène de vie, sommeil. Enfin, moi, je travaille sur ces sujets-là à l'Université de Lille, hein, en chronobiologie. Donc, c'est important pour moi d'insister aussi sur ces piliers-là. Mais c'est tous les nouveaux éléments que vous avez indiqués. Bon, le travail de Céline Clément, qui est une ancienne de Lille d'ailleurs. Vous parlez de programme Panda, programme PEPS, des ateliers sur les écrans, le travail à Montpellier sur le TP et tout ça. Si vous avez des références plus précises, les noms des auteurs, je les ai pas notés. Ok. Ça a été rapide, voilà. C'était un Oui, oui. peu ces aspects-là. Donc, le programme PEPS, ça, il est dans le slide, le programme, le TP aussi. Donc, ça, vous les aurez dans le slide. Et je rajouterai les travaux de Céline et je travaillerai, je vous montrerai aussi les éléments de Panda. Je montrerai les articles de Deléac à Toulouse. Donc, oui, je rajouterai tout ça. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je me demandais par rapport à Alors, la remédiation cognitive. Dans les recommandations actuelles, ça vient après la psychoéducation. Alors, la remédiation cognitive, c'est même pas dans les recommandations aujourd'hui, hein. Elles y non. sont même pas, la remédiation cognitive, hein. Le message est de dire que la remédiation cognitive aujourd'hui n'a pas suffisamment de résultats probants pour faire partie des recommandations dans le TDAH. Aujourd'hui. Donc, elle n'intervient pas dans les recommandations du TDAH aujourd'hui, pour le coup. Alors qu'elle était en 2014. Mais dans les nouvelles, elles y sont pas, pour le coup. Est-ce qu'il existe des programmes de prise en charge du TOP chez les adultes? Aurore, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de programme et que le top chez les adultes, c'est pris en charge TCC traditionnel, je pense. Mm. Si je me trompe pas. Mais après, moi, je suis pas spécialisé des adultes, hein, je connais pas bien, mais je crois pas que là-dessus. Moi, j'en connais pas non plus hein, sur le top chez l'adulte. Moi, je pense Et qu'il y a puis, déjà. en fait, on le formule plus, hein, on Ouais. formule plus l'existence d'un top chez un adulte. Après, ça va être un trouble des conduites qui va être attaché à autre chose. Il va pas être, en tout cas, il va pas être signifié comme ça au niveau de la pathologie. C'est quand même quelque chose qui normalement est réservé dans la nomenclature à l'enfant, quoi. Bah, dans la nomenclature française, dans le DSM, en fait, c'est Oui. limité, hein. Bon, tu peux avoir un top à l'âge adulte, mais Mm. après, quelle est la pertinence du trouble de l'opposition avec provocation chez les adultes? Ça, c'est la grande question. Non, Et je pense même pas que la littérature a vraiment débattu sur le sujet. Je crois même pas. en effet. Donc, chez mon mari, le top est toujours marqué. Non, c'est un homme, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Donc, C'est juste l'esprit de contradiction, c'est ça? voilà, ça n'a rien à voir. Euh, quelle formation je préconise pour ce type de programme? Alors, une formation sur les programmes d'entraînement aux habilités parentales. Il y a 1 million de gens qui proposent ça aujourd'hui. Ouais, et je pense que la meilleure formation à ma connaissance reste celle de Céline. Pour le coup, celle de Céline Clément reste quand même la meilleure. Pour le coup. Elle est vraiment tellement à la base, pour moi en tout cas aujourd'hui, de Barclay en France que ça reste Céline qui gère le truc. Mm. Une liste des pros formés au TDAH et au top par région. Peut-être sur Faut- la Société française de TDAH, il y a une liste peut-être Non, parce qui que commence. actuellement, je pense pas que ça soit même légal de le faire. Tu peux le faire si tu fais le relevé des diplômes universitaires des gens. Ouais. Et donc aujourd'hui, comme il n'y a pas encore assez de personnes diplômées, je pense, des DU, tu n'auras pas de liste là-dessus. Donc, et après, c'est toujours la question que comme les DU sont assez récents, tu as des gens qui sont spécialisés du TDAH depuis 25 ans, qui vont pas faire de DU sur le sujet et qui pourtant sont spécialisés. Et d'un côté, on va pas Mm. pouvoir les recommander. Enfin, légalement, on Oui, peut pas les recommander. on va les recommander. Ouais. Donc ça, à mon avis, vous aurez pas ça, Fanny. C'est plutôt alors, bouche à oreille ou alors, faut aller voir, même s'il y a un biais qui est énorme, vers les associations de patients. Mm. Même s'il y a quand même un énorme biais, parce que si tu t'engueules avec les associations de patients, t'es pas sur les listes. Donc,
Certains parents, quand je rencontre, reviennent avec leurs enfants pour qu'ils aient une prise en charge en lui, mais est-ce pertinent de faire un programme avec les parents en parallèle? Alors, l'idée, c'est que normalement, dans les recommandations, dans le cadre du TDAH et des troubles de l'opposition, parce que même dans le trouble de l'opposition, c'est la même recommandation, c'est d'abord le travail avec les parents avant celui de l'enfant. C'est-à-dire que centré sur l'enfant, étant donné qu'on a peu, aujourd'hui, chez les enfants, hein, je ne parle pas des ados, mais chez les enfants, on a tellement peu de prise en charge vraiment efficace dans le cadre du TDAH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez les recommandations de la HS, il n'y a aucune prise en charge de l'enfant en dehors de la médication. Et que si la prise en charge, elle existe, c'est sur les comorbidités du TDAH et pas sur le TDAH en lui-même, chez l'enfant. Chez l'adolescent, la seule prise en charge qui est recommandée en dehors de la médication, c'est la TCCE. Et la TCC ne va pas viser le TDAH, elle va viser soit les troubles anxieux, soit les troubles dépressifs, soit la régulation émotionnelle, ou la gestion légère de l'impulsivité. Mais sinon, en fait, il faut comprendre que dans le TDAH, on prend très peu en charge le TDAH en lui-même. Ça a l'air étonnant comme truc, mais la médication joue sur la pathologie, et tout le reste, en fait, c'est comorbidité et retentissement. On travaille que là-dessus, au final. Parce qu'on n'est pas très bon, en fait. Alors, aujourd'hui, on ne l'est pas. Évidemment, il y a plein de gens qui bossent pour que ça soit efficace un jour, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au top, hein. Donc, Je travaille dans une MEX. Est-ce que l'on peut utiliser ce type de programme s'il n'y a pas de TDAH identifié, mais principalement des difficultés éducatives et de la violence parentale? alors, dans l'initiative à la base, que ce soit d'Alan Kasdin, que ce soit de Barclay, c'est des programmes vraiment de prévention. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient pas qu'il y ait un diagnostic de posé pour commencer à agir, parce qu'en fait, la majorité des programmes sont proposés dès l'âge de 3 à 4 ans. Donc, on a des interventions qui peuvent être très précoces et qui sont très intéressantes. Il me semble que dans l'aide à la jeunesse, notamment, il y a à Toulouse, si je ne me trompe pas, des interventions d'adaptation de ce type de programme pour justement dans des contextes de violence parentale et ainsi de suite. Et pour ça, moi, je vous conseille plutôt, parce que j'ai pas les noms en tête, mais de prendre compte, de regarder sur YouTube la chaîne de l'association React, donc de la résistance non violente. Il y a toutes leurs interventions euh, qui sont disponibles. Et notamment, il y a une conférence des personnes qui ont euh, fait ce travail-là. Et il y a une intervention qui est faite, c'est pas celle de l'année passée, c'est celle de l'année avant, en 2023. Regardez, parce que dans la présentation, il y a cet élément-là. Moi, j'étais dans la conférence où ces personnes sont intervenues et c'était passionnant de voir qu'ils ont adapté des programmes d'entraînement dans ces contextes particuliers de l'aide à l'enfance, notamment. Donc, à mon avis, oui, il y a moyen de voir cet aspect-là. Ouais. Mm. On a une autre, alors enfin simplement un merci beaucoup, encore beaucoup de travail à faire de mon côté sur l'implication des parents. Donc, Ouais. et effectivement, je pense que ça fait partie des choses que tu as dit et répétées pendant toute la conférence et qui sont essentielles quand on travaille avec des enfants. C'est le fait d'emmener les parents avec nous. Parce que quand on travaille en TCC, il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier l'aspect systémique des choses quand on travaille avec un système. Et du coup, les enfants font partie d'un système. Et cette famille, effectivement, est à emmener avec nous. Donc, oui, moi aussi, je te remercie là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très important et ça fait partie, à mon sens, des premières raisons d'échec en fait thérapeutiques quand on travaille avec les enfants et les adolescents. Ouais. C'est finalement de focaliser notre énergie sur les enfants sans du coup emmener les parents et sans que les parents arrivent à être pris justement dans cette compréhension et dans l'intégration, on va dire, de leur impact et de leur importance, on va dire, d'être à côté de nous, des co-thérapeutes, et du coup d'être impliqués dans ces thérapies, ce qui est parfois pas facile, t'as raison, pour eux, puisque parfois ils nous déposent, et surtout dans le TDAH, moi je trouve, enfin dans le TDAH avec des troubles oppositionnels, et ça tu l'as précisé aussi, je trouve que c'est quand même important aussi de le préciser, que tous les enfants qui ont un TDAH n'ont pas de troubles oppositionnels, donc les gens parfois ne se reconnaissent pas là-dedans aussi, hein. Ils disent, mais moi, mon enfant, il n'a pas ça, parce qu'en fait, il ne s'oppose pas. Oui, il y a pas que ça. Mais en tout cas, quand il y a un trouble oppositionnel, oui, ils sont épuisés.
Et donc, quand ils arrivent chez nous, et ils ont tendance à dire, bah, je vous dépose le paquet, quoi. Et puis, vous allez pouvoir faire un truc pour lui. Oh là là, il a été désagréable avec moi, il s'est passé ci, il s'est passé là. Et quand on commence à leur dire, bon, bah, on va travailler ensemble, si on le fait sans leur expliquer, effectivement, c'est un peu la douche froide, quoi. Parce qu'ils vous Ouais. disent, encore, ça va être encore à nous de bosser. Mais nous, on n'en peut plus. Ouais. Après, c'est historique, hein. C'est-à-dire que on Mm. est passé sur une phase où c'était les parents étaient le problème, enfin surtout les mères étaient le problème. Ouais. Puis on a une phase de développement de la systémique qui est intéressant, Mm. qui met toute la famille au travail. Et puis, tu as l'évolution aussi quand même de... On a participé à ça, c'est-à-dire que quand on s'est basé sur la cognition et la neuropsychologie, on a tout centré sur l'enfant, en fait. Mm. L'enfant était le trouble, l'enfant était le diagnostic, donc c'est lui qu'on prenait en charge. Et en fait, on a eu un développement des prises en charge spécifiques des enfants, au point où on a oublié les parents. Et maintenant, le mouvement de bascule est en train de revenir vers la systémique, en fait. Les gens ont compris qu'en fait, l'enfant, il ne vivait pas tout seul, au milieu, dans son bocal. Il était en interaction avec son environnement. Et donc, maintenant, on arrive à gérer cet aspect-là. Donc, c'est cool. Mais il va falloir le temps aussi que la société l'accepte et que l'entende à un moment donné, dans un système où c'est vrai qu'on est encore très à la recherche des coupables, en fait. Et plutôt que de chercher les coupables, il faut voir effectivement la question du système quoi, dysfonctionnel. C'est-à-dire que c'est le même que la société, quoi. Vous voyez, moi en tant que Belge, je peux me permettre de le dire, vous voyez, c'est accuser juste le gouvernement sans prendre en compte l'entièreté du système français n'a aucun intérêt. Vous voyez, et même si effectivement ils participent au système dysfonctionnel, et ils ont bien joué le truc, mais ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez, c'est chercher des coupables ne sert à rien. C'est le même principe que dire l'écran est le problème. Ça n'a Mm. aucun sens. Un objet n'est pas le problème tant que tu l'utilises pas. Donc c'est bien le système du fonctionnement qui pose problème. Et ça, c'est indispensable à comprendre. Donc ouais. Oui, oui, il faut arrêter la chasse aux sorcières, quoi. Exactement. Chercher des coupables ne fait pas avancer les choses. C'est toujours ça le truc. Donc ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois rien sur le fil d'actu. Bon, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, ah, non. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais te remercier du coup au nom Plaisir. d'Aurélie Crétin, déjà dans un premier temps, et du CTCCE, qui était vraiment ravi de pouvoir te recevoir. Moi, je remercie Aurélie pour son engagement et pour le fait de toujours essayer de permettre à un maximum de professionnels de pouvoir rencontrer des gens comme toi, Sébastien, qui sont passionnés par un domaine en particulier et qui peuvent du coup nous en faire profiter. C'est riche pour tous les gens qui travaillent auprès des enfants de pouvoir entendre des professionnels comme toi. Donc un énorme merci d'avoir pris ce temps-là pour nous. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous du coup très bientôt. La date, tadada, il faut que je la retrouve. La date, je l'ai notée quelque part. Touloulou, c'est le 13 mai. Le 13 mai, on a le dernier colloque de cette année qui sera avec Kedja Molnar sur la thérapie des schémas pour les enfants et les adolescents. Donc j'espère qu'on vous retrouvera nombreux et je vous dis à tous à bientôt. Eh bien, à bientôt tout le monde. Au revoir. Bonne soirée Caroline et encore merci beaucoup. Mais merci beaucoup à toi. Écoute, c'était fort. Attends,